Ouais, monsieur, bonsoir. Journée de célébration, journée de commémoration, journée de revendication, c'est selon. Tout compte fait, le 1er mai, comme chaque année, a mobilisé les prolétaires du monde entier. Ici, défilés et autres agapes ont été observés. Ailleurs, des affrontements ont eu lieu entre forces de l'ordre et manifestants. Journée annuelle de grève pour la réduction du temps de travail à une journée de 8 heures. Cette revendication fut satisfaite lors de l'entre-deux-guerres dans la plupart des pays européens industrialisés. La fête du 1er mai devint alors une journée de célébration des combats des travailleurs et des travailleuses. Voilà pour l'historique. Nous nous en inspirerons pour interroger la situation des travailleurs camerounais. Pourquoi ne pas poser sur la table la problématique du chômage et recueillir les suggestions des politiques pour l'amélioration des conditions de cet environnement-là. Travail décent, où en est le Cameroun? C'est le principal thème de ce jour. Évidemment, nous pourrons surfer sur d'autres sujets d'actualité, peut-être en une demi-heure, pour avoir l'analyse des panélistes sur des sujets aussi divers que le Sénat et la fin des cumuls. Que fait-on des autres administrations? La crise sécuritaire, l'Église catholique frappée dans le Nord-Ouest. Enfin, les réseaux sociaux comprennent la virulence des débats. Ce sera avec quatre invités. Maître Michel Ndoki, récemment promue vice-présidente du bureau des femmes du MRC, non moins avocate au barreau du Cameroun. Bonsoir, maître. Bonsoir. Félicitations. Écoutez, merci beaucoup. Bon, déjà, je ne suis pas encore avocat, je suis toujours avocat stagiaire. Et Stagiaire, puis, ce ouais. n'était pas une promotion quand même. J'ai été désignée par mes pairs. Ce n'était pas une promotion, ça tenait plus d'une élection, à mon sens. Bon, élection, promotion, de là, il y a qu'une virgule, hein. Je veux dire que vous partez de militant de base pour parler un peu comme dans l'environnement pour le sommet de la direction du bureau des femmes. Oui, on peut voir ça comme ça. Mais quand même, pour moi et pour nous, hein, au MRC, c'est important de se dire que notre responsabilité est légitimée par l'adhésion de nos amis politiques, camarades militants. Merci encore hein, de votre Et encore présence. merci pour cette invitation. Bernard Bouguin, il est du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir Bernard, docteur Bernard Bouguin. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Bonsoir aux panélistes et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Paul Didier Macon, 11 millions de citoyens, c'est le mouvement que conduit Cabral Libi. Évidemment, c'est dans l'esprit des élections de cette année, municipales, législatives et présidentielles. Bonsoir Paul Didier. Bonsoir, bonsoir à vous, monsieur Dupita Tango, bonsoir à vous, millions de téléspectateurs. Il n'est pas exagéré hein, de préciser néanmoins que vous êtes enseignant d'université. Je suis enseignant, chercheur à l'université, pas encore enseignant, mais chercheur à l'université de Douala. D'accord. On attend Célestin Djamin du SDF qui sera là d'un moment à l'autre. Peut-être qu'il a été rattrapé par la fête. Cela dit, il nous en parlera dans quelques secondes seulement. Le temps de prendre la première transition et surfer, je l'ai dit, sur les autres sujets. Je commence par vous, Bernard Bouguin. Votre parti est presque, ou du moins il est principalement concerné hein, par cette question de cumul au niveau du Sénat. Mais puisque la question est plus ou moins résolue, je rappelle que les sénateurs vont porter leurs écharpes demain, du moins à la Chambre haute du Parlement. La question, elle est directe. Que fait-on des autres administrations? Il n'y a pas qu'au Sénat que la loi pose des restrictions en termes de cumul de mandats. On voit partout des ministres PCA, par exemple, et bien d'autres fonctions que des individus cumulent. Et pourtant, on va peut-être le dire assez fortement dans le deuxième thème, des chômeurs, il en court des rues. Oui, ce qu'il faudrait dire, commençons déjà par féliciter la majorité présidentielle qui, dans le cadre de sa mission à l'Assemblée nationale, a pu voter une loi en 2012, la loi portant code électoral, qui essaye de tabler sur le cumul en ce qui concerne le président de la République, les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers municipaux.
dans tous ces postes-là, il n'est pas possible de cumuler. Et c'est déjà une très très bonne chose que pour cette législature, les sénateurs aient tous choisi d'abandonner leur mandat hors de l'Assemblée nationale, leur poste hors de l'Assemblée nationale pour ne pas cumuler. C'est déjà une excellente chose. Mais ce qu'il faut dire, comme vous êtes en train d'en parler, le cumul pose problème. Pose d'abord le problème de la disponibilité. Un responsable qui a par exemple 2 postes de haute responsabilité ne peut pas être disponible à ces 2 postes à 100%. Ça, c'est une certitude et ça va donc jouer sur la performance des structures où on est PCA et autres. Bon, maintenant, il faut aussi dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a un problème de démocratisation des postes de responsabilité. Démocratisation, ça veut dire qu'il faut empêcher à l'oligarchie en place, c'est-à-dire un petit nombre qui cumule beaucoup de postes. Il faut pouvoir Donc prendre certains postes. vous condamnez cette pratique, je l'ai dit, presque essentiellement observée dans votre parti. Non, ce n'est pas essentiellement dans notre parti, c'est dans l'administration. Il faut distinguer le gouvernement en place, la haute administration. Ça, c'est quand ça vous et le arrange. parti. Ce n'est pas quand ça nous arrange. La théorie politique dit qu'un parti, c'est les militants, c'est les élus et les électeurs. Paul Didier Macon. Oui, on peut observer que la législation commence à être respectée et disons que aucun développement n'est véritablement possible sans une rigueur légale suffisante. Il faut beaucoup de rigueur, il faut une extrême discipline légale pour que nous puissions atteindre le développement. Donc si la loi prévoit que les cumuls sont répréhensibles, parce qu'il y a 2 formes de cumul qui sont condamnables à 2 niveaux. Il y a des cumuls qui sont, disons, légaux et qui choquent la morale. Il y a des cumuls qui sont illégaux et à ce moment qui interpellent même la loi elle-même. Bon, les cumuls légaux interpellent la morale. On se demande comment, en pleine fête du travail, certains n'ont pas de travail, tandis que d'autres en ont 1 ou 2 ou 3. Maintenant, ceux qui contreviennent à la loi, c'est ceux effectivement qui sont illégaux, dont on sait qu'il y a une incompatibilité entre telle fonction et telle autre, qu'on continue à pratiquer. Maintenant, il y en a qui sont encadrés par la loi, mais qui choquent la morale publique. Savoir que telle fonction est occupée par une personne qui occupe encore telle fonction ou telle autre fonction publique, tandis qu'il y a d'autres personnes qui veulent accéder à ces fonctions. Donc, bon, on se réjouit de ce que que les responsables même du parti au pouvoir commencent à faire cette constatation et la déplorent au même moment que nous ici. Michel Ndoki. Pour nous, c'est très difficile de dire que on se réjouit de se rendre compte qu'ils veulent revenir, voilà, en même temps que nous. Le calendrier électoral est détenu par la même personne qui a organisé les élections, la même personne qui a désigné les candidats et la même personne qui a nommé les intéressés au poste qu'ils occupent et dont on dit maintenant que dont on rappelle tout d'un coup qu'ils ne devraient pas les cumuler avec d'autres. Je crois que toute cette agitation n'a qu'un objectif, c'est de nous détourner des problèmes essentiels qui minent notre pays. Parce que pendant qu'on est en train de parler des sénateurs dont personne n'a bien compris jusqu'ici à quoi ils servent, qui cumulent, qui ne cumulent pas des fonctions, alors qu'ils ont été élus depuis le 25 mars, que pour un corps électoral aussi réduit, il a quand même fallu 2 semaines pour qu'on se décide à nous dire quels étaient les résultats, et que c'est après qu'on ait donné les résultats qu'on se rend compte qu'il y a des candidats qui n'auraient pas dû être candidats, parce que contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure, il me semble bien qu'il y en a quelques-uns qui préféraient leur poste hors du Sénat. Parce que, évidemment, si on compare ce que l'on gagne quand on est sénateur et ce que l'on gagne quand on est directeur d'une administration publique, enfin d'une société à capitaux publics, il n'y a pas photo, comme
comme disent certains. Je crois qu'il ne faut pas que nous passions trop de temps là-dessus parce que le Cameroun est en proie à des problèmes beaucoup plus sérieux que ça. Ça, c'est de toute manière, ce sont des problèmes qu'il faut régler de manière générale, mais nous le pensons aujourd'hui de plus en plus nettement dans le cadre d'une réforme institutionnelle d'ensemble. Et puisque vous parlez de problèmes sérieux, je reste avec vous. Le temps de la crise sécuritaire, cette fois-là, l'Église est frappée de plein de front. Un ministre de l'Église catholique vient d'être enlevé dans le boyau. D'ailleurs, quand j'entrais dans ce studio, j'apprenais que le sous-préfet de l'arrondissement a désormais décrété toute une semaine, renouvelable évidemment, comment ils appellent ça, le couvre-feu à des heures bien prescrites. C'est dit que de ce côté-là également, l'inquiétude est montante. Exactement. La situation sécuritaire ne s'améliore pas et nous sommes à l'affût de nouvelles de nos chers gouvernants pour découvrir, et là peut-être après eux, ce qu'ils sont en train de faire ou ont l'intention de faire pour que les choses s'apaisent enfin. Les personnes les plus diverses, les autorités les plus incontestées à l'intérieur, à l'extérieur du pays leur ont dit et répété qu'il fallait aller vers le dialogue, qu'il fallait écouter ce que leur peuple leur dit, même si le peuple leur dit des choses déplaisantes. Combien de personnes il faudra encore voir disparaître, combien de morts de militaires, des non-militaires, des membres du corps clérical, des agents de l'administration qui n'ont rien demandé d'autre que de gagner honnêtement leur vie. Combien faudra-t-il encore voir disparaître pour que notre gouvernement se décide à écouter ce que son peuple lui dit? C'est difficile à dire. Ce qu'il faut prendre pour nous dans tout ça, les citoyens que nous sommes, c'est qu'il faut reprendre en main, et c'est, j'espère, là que nous allons passer le plus de temps. Il faut reprendre en main les institutions de ce pays, les confier à des personnes plus compétentes et plus responsables et construire cette nation tout simplement. Paul Didier, des milliers de réfugiés au Nigeria, des déplacés internes aussi, il faut en parler, des maisons brûlées qu'on voit de plus en plus également, les citoyens détenus depuis quelques mois déjà, sans forcément être représentés légalement par des avocats. Situation un peu compliquée. Oui, c'est compliqué. C'est un conflit qui est difficile à mener, je veux dire à résorber. C'est un conflit qui est difficile à résorber parce que c'est une partie des Camerounais, parce qu'ils sont Camerounais, qui décident de, de mettre du désordre pour pouvoir créer un état fictif pour le moment. Mais disons qu'il vaut mieux agir sur les causes. Il vaut mieux agir sur les causes plutôt que de se contenter de commenter les effets et de s'en lamenter. Parce que les causes, c'est quoi? Les causes, pour le moment, c'est encore un problème de décentralisation. Il faut qu'on applique la décentralisation. La décentralisation est un prolongement du droit des peuples à se gouverner eux-mêmes, qui a été acté depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors cela est acté à un niveau national, c'est-à-dire que le Cameroun peut disposer de lui-même, mais aussi au niveau local. On a constaté qu'au sortir de cette guerre, tous les États, à l'intérieur même de ces États, les peuples au niveau local ont commencé à revendiquer ce même droit que les États revendiquent au niveau international. C'est pour cela qu'au sortir de cette guerre, bon, certains États l'avaient fait avant, mais pour la plupart d'entre eux, c'est après. Ils ont pris la résolution de confier le pouvoir aux régions, aux collectivités territoriales décentralisées ou bien aux États fédérés. Ça dépend de la forme de l'État qu'ils avaient choisi, selon que l'État était fédéral ou qu'il était régional ou régionaliste ou alors qu'il était simplement décentralisé. Mais disons que l'objectif, la finalité est la même. Savoir que les peuples doivent se gouverner eux-mêmes à un niveau global comme à un niveau local. Bien, lorsque nous n'y sommes pas encore, cela peut donner ou alors prêter le flanc à ceux qui veulent simplement couper un morceau du territoire pour le gouverner de manière souveraine. Cela leur plaide le flanc. Alors que si nous avions déjà acté
la décentralisation, nous leur couperions l'herbe sous le pied, de sorte que si conflit il y a, que ce soit un conflit qui soit mené entre les autorités locales qui sont unionistes, qui sont donc intégrationnistes, et les forces qui sont désintégrationnistes, qui à ce moment-là sont mises en minorité par le fait que les dirigeants locaux sont bel et bien élus. Je vais parler des gouverneurs locaux. Les gouverneurs sont élus aux États-Unis. On doit avoir des gouverneurs locaux. On doit avoir des régions qui fonctionnent de manière autonome, de sorte que même s'il y a des conflits, qu'ils soient résolus au niveau régional, simplement avec l'appui de l'État central. Ça ne donne plus l'impression qu'on a affaire à une armée qui vient occuper une autre région. C'est une région elle-même qui cherche à s'administrer et qui peut donc assurer la sécurité sur son territoire régional. Combien de temps peut-on encore rester, peut-on encore tenir véritablement cette zone-là? Je l'ai rappelé à plus d'une émission, on est parti on a commencé par des revendications relativement brutales. Aujourd'hui, on en est aux armes. Est-ce qu'on va tenir encore longtemps ces régions? Lorsque j'ai appris le kidnapping du prélat, je me suis amusé à faire une analyse systémique. Et j'ai constaté une curiosité, un paradoxe. Voilà une organisation qui décide de contrôler un fragment de l'environnement national, le nord-ouest et le sud-ouest, pour apporter des solutions aux problèmes des habitants de cette région, pour mieux encadrer les habitants de ces deux régions. Voilà leur objectif, voilà ce qu'ils proposent aux habitants. Mais qu'est-ce qu'on observe? Pendant que de cet environnement leur parviennent des soutiens en termes de ressources humaines, en termes de financement, on observe que ce qu'ils produisent comme extra à l'adresse de ces mêmes populations, c'est les assassinats de ceux qui sont chargés là-bas de garantir la sécurité des personnes et des biens, l'assassinat des éducateurs, l'assassinat des commerçants, le kidnapping, tous azimuts, la destruction des biens. Ils s'attaquent à l'éducation nationale, ils tuent des enseignants, ils kidnappent le prêtre. Bref, ils se mettent à détruire cet environnement. Alors, je m'attends de ma posture de systémicien qui est désaffection de la clientèle qu'ils entendaient servir. Parce que, logiquement, c'est à ça qu'il faudrait s'attendre. Et le paradoxe vient de ce que on se rend compte que les gens ont fixé des objectifs, mais que ce qu'ils produisent est très loin des objectifs qui se sont fixés et qui sont en train de détruire. Dites-vous bien que quand ils agissent de la sorte, cela signifie que même si on décentralise, à l'heure qu'il est, même s'il y a fédération, et même s'ils obtiennent cette sécession, c'est comme ça qu'ils vont agir. Ils vont agir par la violence, obliger les gens à faire exactement ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que les gens décident d'envoyer leurs enfants à l'école, d'aller à l'école, et ils utilisent la violence pour les en empêcher. Alors il va se poser sérieusement un problème des dirigeants pour ces deux régions, parce que des futurs dirigeants sérieux, si on n'a pas affaire à une bande de bandits, de terroristes et de drogués, des dirigeants sérieux ne peuvent pas entreprendre de détruire la région qu'ils entendent diriger plus tard. Même quand il y a des rétroactions positives, ça ne leur dit rien, ils ne s'attellent pas à corriger. Et on a même l'impression aujourd'hui que ce qui est certain, c'est qu'ils n'avaient pas de stratège au départ. Mais en même temps, on a l'impression qu'ils n'ont pas de dirigeants, que des groupuscules se sont formés pêle-mêle, des groupuscules de bandits, parce que ce qu'ils font là, ça n'a rien à voir
avec des revendications politiques. Rien du tout. Alors, quand on dit qu'il faut dialoguer, il y a qui en face pour dialoguer? On ne les voit pas, ceux qui sont terroristes actuellement dans cette zone. Il faut... Oui, mais on a dialogué avec Amboba, là, vous n'avez pas suivi le dialogue. Après ou avant la prison? Oui, on a dialogué avec lui. Effectivement. Oui, il y a eu dialogue. Il y a eu 4 à 5 ministres qui sont allés là-bas, le Premier ministre. Maintenant, on a demandé qu'on libère les gens. BBC. Avec qui? Manche BBC. Il peut soutenir un dialogue. Bah, essayez déjà de voir. Mais il y a mieux que lui pour dialoguer. On a dialogué avec les chefs traditionnels. Les chefs traditionnels. Vous pensez que Manchou BBC a plus de valeur là-bas que tous les chefs traditionnels qui sont réunis tous les jours? Il a montré ce dont il était capable en termes de mobilisation. Non. Je voudrais dire bonsoir à Célestin Djamène. Bonsoir député, bonsoir à tous les téléspectateurs. Je m'excuse déjà du léger retard que j'ai pris suite à des désagréments sur la route de Douala. En cette fête du 1er mai, malheureusement, il y a des fêtards sur la route qui bloquent carrément le chemin. Donc je m'en excuse très profondément et merci de m'avoir invité. Évidemment. Alors moi je voudrais vous prendre par la dernière des questions d'entrée relative aux réseaux sociaux. Loin du débat, je veux dire... Nous sommes à 6 mois, plus ou moins, des échéances assez importantes en termes de présidentielles, de municipales et de législatives. Mais on voit très peu, du moins les candidats ou les prétendants aux divers postes ne se déploient pas encore en termes de programme. On en découvre très peu. Et pourtant, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même à la télévision ou dans les médias, le débat est extrêmement virulent, qui parle de tout, sauf forcément les propositions de l'offre politique à l'endroit des électeurs. Oui, je dois dire que Internet, c'est d'abord un espace de communication tout public. N'importe qui peut venir déverser ce qu'il veut, ce qu'il entend. Ça va des plus intelligents ou moins intelligents, pour ne pas dire les plus privés de la matière grise. Donc c'est un espace ultra démocratique. Où tout le monde peut dire ce qu'il veut. Maintenant, les candidats, certains ont commencé à déployer un petit peu des bribes de leur programme sur Internet, qui, à mon sens, est un support comme un autre. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer des réseaux sociaux quand on est candidat à une élection présidentielle, même une élection qui n'est pas présidentielle d'ailleurs. Je pense que Internet, c'est le média le plus indiqué aujourd'hui, ce qui n'enlève pas l'importance du terrain, parce qu'il ne faut pas non plus penser qu'effectivement, on n'est que sur Internet et on oublie le terrain. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des personnes qui se disent proches de certains candidats, qui se permettent de dire tout et n'importe quoi, qui n'engagent pas forcément les candidats. Parce qu'en vérité, si on veut la parole du candidat, il faut s'en référer au programme qu'il a déjà fait sortir, pour certains en tout cas des bribes de programme. On ne doit pas l'attribuer totalement, n'est-ce pas, au candidat présumé. Maintenant, j'ai remarqué, pour ce qui me concerne, une marée, une overdose de tribalisme cybernétique qui me dépasse pour ce qui me concerne, parce qu'en vérité, moi, je n'ai jamais vécu, au Cameroun, de tribalisme physique, c'est-à-dire que depuis l'école primaire, j'ai toujours été avec des amis de tous horizons, de toutes les tribus, mais je n'ai jamais, jusqu'à aujourd'hui, au Cameroun, physiquement, vécu un acte de tribalisme. Donc, je crois qu'il y a l'aspect un peu, l'instinct animal de l'homme, n'est-ce pas, du fait qu'on n'est pas vu, on ne sait pas qui c'est, beaucoup sont anonymes, donc ils disent n'importe quoi, donc ils se laissent parfois aller à leur instinct animal, et c'est dommage. Maintenant, je pense que le problème le plus important, c'est le débat sur les projets. D'avoir un programme qui contient plusieurs projets sur différents secteurs, c'est ça qui est important. Je crois qu'on devait pour cela, à mon sens, éduquer les Camerounais à lire, mais surtout à comprendre les programmes, parce que souvent on va voter le frère du village et pas forcément ce qu'il propose, et c'est bien dommage. Donc si l'électeur n'est pas formé à comprendre, à lire un programme, ce sera des débats ras des pâquerettes. Donc il est important que les candidats essaient de discuter projet contre projet, que les Camerounais comprennent sur le domaine énergétique, au niveau de la justice, au niveau de la santé, au niveau des infrastructures, ce que propose telle ou telle personne. Donc là maintenant on n'a rien du tout. Les internautes se défoulent complètement, il y a des fantasmes, il y a des choses qui me paraissent complètement irréelles. Mais je voulais insister pour dire que le tribalisme est un délit. L'apologie du tribalisme est un délit. Que ça se passe sur Internet ou pas, c'est un délit. Je pense qu'on devrait commencer à frapper certains apologistes du tribalisme. Et j'ai cru savoir qu'il y a une télévision de Yaoundé
qui se donnent à cœur joie. Et ce n'est pas normal dans ce pays où le code pénal punit le tribalisme. Et c'est là que je voudrais relancer Michel Ndoki, d'ailleurs par l'un des pans que vous avez développé. Est-ce que justement l'absence ou alors le silence autour des programmes, l'absence des acteurs politiques engagés ou qui prétendent aux différentes élections n'est justement pas pour contribuer à... C'est comme si le peuple a soif d'écouter les voix politiques, mais comme celles-là ne se font pas entendre, alors bonjour aux dérives. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut qu'elle fasse pour se faire entendre. Je vais commencer par parler du MRC que je connais un peu. Nous avons eu une convention il y a moins d'un mois. Et pendant cette convention, nous avons passé beaucoup de temps à discuter de nos espoirs pour le Cameroun. Le président élu du MRC a passé beaucoup de temps à expliquer les 5 piliers de la vision de développement du MRC, du projet de société du MRC. Il est passé ensuite sur un certain nombre de chaînes de télévision. Il y a eu ensuite un certain nombre de communications sur les réseaux sociaux, justement, pour simplifier le message, décrypter, décliner ce message en sources que le MRC pense être des sources de financement pour son programme de croissance. Qu'est-ce que l'on veut dire par rapport à l'aspect production de notre programme de développement, qu'est-ce que nous entendons sur le plan de la santé en ce qui concerne la jeunesse. À chaque grand rendez-vous avec la nation camerounaise, qu'il s'agisse de la Journée internationale de la femme, de la fête de la jeunesse, il y a eu une communication du président national du MRC pour parler justement à l'une et à l'autre occasion et aux intéressés principaux, les jeunes, les femmes, de ce que le MRC voyait pour eux ou elles. Je ne sais pas quand on dit que nous ne parlons pas de nos programmes. En revanche, une chose que je peux regretter, c'est qu'effectivement, il n'y a pas suffisamment d'espace dédié à ce type de conversation. À chaque fois, et vous savez très bien, Dipita Tongo, que c'est une conversation récurrente entre nous, chaque fois que l'on vous demande de créer un espace de discussion sur les programmes, la réponse est oui, mais ce n'est pas ça qui fait l'actualité. Effectivement, la plupart des gens, regardez même les campagnes présidentielles, c'est l'exemple de la France qui me vient en tête. On ne se souvient pas très bien du programme que défendaient Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, mais on se souvient de sa phrase célèbre « Oui, je suis en colère, c'est une saine colère ». On se souvient bien des larmes de Nicolas Sarkozy à propos, je ne sais plus, de l'histoire de sa femme. On se souvient bien d'un ou deux scandales ou une ou deux attitudes de François Hollande. Qui est capable de vous parler du programme sur la base duquel il a été élu? C'est la nature humaine d'être attiré par des choses qui ne sont pas intellectuellement très vous parlez de beaux exemples, mais nous en revanche également, on rêve de voir les leaders sur les plateaux. Mais appelez-les. Et je voudrais finir par là. Appelez-les. Nous avons dans cette ville en particulier un certain nombre de grands élus politiques. On a au moins un délégué du gouvernement, on a au moins, je ne sais pas, 5 maires. Il ne porte pas le programme, il ne porte pas le projet. Moi, je parle des hommes politiques. On a au moins 5 maires. Vous avez entendu que la moitié de ma phrase. Pourquoi est-ce que on ne dit pas, comme j'ai pu le subir moi-même sur un plateau, nous avons invité M. Lengue Malapa sur un plateau de télévision. Moi, je serais ravie de le rencontrer et de parler de ses réalisations de ces 5 dernières années. Et M. Lengue Malapa n'a pas osé accepter notre invitation. Au lieu de cela, on reçoit continuellement des personnes qui ne portent rien, qui ne sont responsables devant aucun élu d'aucun programme et qui répètent à l'envi des discours qui sont les mêmes, quelles que soient les circonstances par rapport au sujet. Je peux vous assurer qu'à ce jour, Maurice Kamto ne viendrait pas s'asseoir en face de Joshua aussi sur ce plateau, encore moins de Cabral Libé et ainsi de suite. Est-ce que c'est une invitation? Ce n'est pas l'invitation qui a manqué.
Ah non, je suis désolée. Alors, vous ne pouvez pas dire ça. C'est une Vous invitation. ne pouvez pas dire ça. C'est une Vous invitation. avez bien vu. Et je vous prie de Maurice jouer. Kamto, de jouer- pour prendre cet exemple très précis, a dit publiquement qu'il voulait un débat télévisé. Ben, Vous il a savez dit. avec qui il doit... Ben. Et puis, avec qui il doit débattre. Ah, Et vous voyez, c'est ça vous voyez que les c'est encore un biais. conditions commencent à rentrer C'est dans le... encore un biais que je ne comprends pas. Pourquoi voulez-vous confronter deux dirigeants de partis politiques qui n'ont jamais eu l'occasion Nous voulons d'exercer confronter un ceux qui pouvoir? portent des programmes. Dans ce cas, Ceux qui rêvent confronter de diriger une le Cameroun. proposition alternative à la proposition actuelle. Confronter un bilan d'une personne politique, maire, député, confrontez-le à son bilan vous voyez bien et que- comparer avec... C'est ça qui permet... Vous voyez bien C'est que- de ça vous que voyez bien les que sur les deux petits amendements, téléspectateurs... vous voyez bien que et sur je les deux prends petits à amendements témoin, que j'ai essayé c'est de... de ça que les téléspectateurs ont besoin. Vous avez bien Alors que- évidemment, et je suis contente, M. Jamen, que vous ayez soulevé la question, quand il s'agit de nous intimider avec des messages sur la propagation de fausses nouvelles, le gouvernement est là, le ministère des Postes et des Télécommunications est là, mais quand il s'agit de condamner l'apologie du tribalisme, là, il n'y a plus personne. Et vous voyez bien que on peut imaginer d'où viennent ces manipulations pour détourner encore une fois les Camerounais des vrais débats de l'heure. Et moi, je peux observer effectivement qu'à chaque amendement, lorsqu'on propose, ou du moins lorsqu'on invite un homme politique de premier rang, les objections sont tellement, je vais dire, à l'infini, qu'il est plus ou moins difficile de les avoir sur le plateau. En confrontation, je veux dire Dites-moi que M. Kamto a refusé de venir ici. En confrontation, oui. Avec? En confrontation, oui. Oui, mais avec qui? Avec le SDF, par exemple, avec Joshua aussi, par exemple, avec Akere Mouna, par exemple, avec... Mais sur quoi est-ce qu'ils sont censés être confrontés? sur les programmes, tout au moins, c'est une offre. Et Chacun, Akere Mouna était d'accord. que chacun vienne faire son offre politiquement. Monsieur député, je pense que dans ce débat, vous, les journalistes, vous devez aussi être incriminés. Il ne s'agit pas seulement d'incriminer les politiques, mais vous portez votre part de responsabilité dans l'organisation et la conduite de ces débats. Rien ne vous empêche d'organiser un débat sur la santé et d'inviter les politiques. Et nous voici aujourd'hui sur un plateau, nous sommes là pour débattre entre autres sur le travail. Donc vous avez On commence dans 2 minutes, de nous écouter dans les minutes qui suivent pour que chacun vous dise comment il voit le travail au Cameroun, comment il envisage les améliorations et surtout comment on peut lutter contre le chômage. Puisque le chômage, c'est la règle chez nous et c'est le travail qui est l'exception. Donc vous en avez l'occasion. Ça ne sert à rien de spéculer sur que sont les candidats, ils n'ont jamais de programme. Vous pouvez Non, nous je ne interroger. dis pas qu'ils n'ont pas de programme. Ce qu'on observe... Nous sommes là pour plusieurs, je crois 2 heures de discussion. C'est l'occasion pour nous. C'est 4 politiques qui sont là. Il n'y a pas de journalistes. Il y a seulement des politiques. Donc, je pense que vous avez intérêt à nous laisser débattre maintenant, même ici. En représentation, quoi. Oui, bien sûr. Forcément. Chacun son mouvement. Heureusement que le dirigeant de chacune de ces formations politiques n'est pas le seul militant de la formation en question. Je crois que si celle-ci était le cas, vous avez pris il de n'y beaux aurait pas exemples beaucoup de tout à place sur l'heure ce et plateau. je me suis vu rêver Non, je pense qu'il faut... de voir Ségolène Royal sujet face à Hollande et plutôt Sarkozy sur ce plateau. J'espère que tropicalisé. Mais vous Ouais, avez mais bien ça, vu à quelle au occasion ils venaient deuxième sur des tour. plateaux. Hein. Au deuxième tour. Vous Ah, étiez les exactement. seuls candidats. Hein? Je voudrais soutenir ce que dit député Tongo, parce qu'en vérité, il y a une exigence démocratique. Quand on décide d'aller demander les suffrages aux Camerounais, il est important, voire impératif, que les acteurs demandeurs puissent venir confronter leurs projets sur les plateaux de télévision ou n'importe où. Aujourd'hui, au Cameroun, ça doit devenir un impératif. On ne peut plus se contenter de dire « je ne veux pas débattre avec un tel ou un tel ». Il est impératif et les électeurs l'exigent que les candidats, oui, tous les candidats, Mais M. Diamène, ça s'appelle une principaux campagne ou pas. électorale. Non, oui, et la bien dernière sûr. fois qu'on a vérifié, non, elle n'était pas lancée. Écoutez, il est naturel que ceux qui aspirent à la magistrature suprême, qui est quand même l'élection majeure dans un pays, puissent venir, en tout cas les candidats principaux,
exposer, confronter Effectivement, à leur ce moment-là, projet, confronter à ce leur moment-là, projet. avec tous les candidats Tous les principaux. candidats, tous les candidats, Ok. bien Ça, entendu, c'est clair. Michel, Voilà. bien entendu. Non, ça, c'est clair. Et je Et c'est- crois que ça, pas dans seulement ce cas, nous espace, disons même la même vos chose. concurrents devraient. Vous imaginez une devrait seconde que si lancer- Paul Biya s'asseyait là pour débattre devrait- de son programme, y compris, Maurice Kamto ne voudrait pas être là. Alors, si Paul Paul Biya Biya- si Paul Biya ne vient pas, Maurice Kamto ne Mais viendrait pourquoi pas. il ne Là, on le viendrait prend- pas? là, vous Pourquoi prenez à vous témoin. comprenez? Non, je comprends pas. Je dis, Si monsieur Paul Biya ne vient pas, vous prenez à témoin les Camerounais. c'est tout. Donc, Que invitez. ce monsieur candidat, Invitez, faites. je pense qu'il l'est déjà, C'est clair. fuit le débat. Mais je crois qu'il doit y avoir une entente commune entre les principales chaînes de télévision au Cameroun pour inviter tous les demandeurs de suffrage de venir confronter leur projet sur un plateau devant les Camerounais. Absolument. On ne peut pas discuter de ça. C'est une exigence démocratique. Mais oui. De toute façon, il y a un certain nombre de hauts responsables du MRC qui nous regardent en ce moment. Je doute sincèrement qu'ils ne soient pas d'accord avec l'idée que le président national du MRC vienne confronter son programme avec n'importe quel compétiteur. Je pense Ça n'a que- pas de sens. je On va pense- formaliser l'invitation. Oui, oui, Voilà. je Donc, pense- voilà. je- Donc je vous pense que admettez qu'elle n'a chaque pas fois- encore eu lieu. Non, les démarches ont été, ça Oui, je le dis avec fermeté, les démarches ont été entreprises pour l'instant. Je voulais Formaliser juste les- Inviter tous C'est les Oui, ce candidats. que je- non, c'est non, ce non, que je vous prends voudrais témoin, dire. je vous prends témoin, Michel. Ouais, c'est ce que je D'abord, voudrais dire. Bernard, s'il vous plaît. Ce que je voudrais dire, c'est que la communication politique a un certain objectif. Ça, c'est Quand sûr. vous invitez un leader politique pour un débat, il se pose la question, comme on dit au quartier, qu'est-ce que je gagne dans le débat? Si vous l'invitez, par exemple, contre un candidat de grand calibre, permettez le terme, contre un petit candidat, il aura l'impression que vous êtes en train de vouloir le ridiculiser. Hein? Vous n'allez pas, par exemple... Je ne sais pas ce que tu appelles petit candidat. Non, laissez-le Oui, laissez-le développer. Je vais expliquer ce que c'est qu'un petit candidat. Ils sont tous candidats. Non, il y en a là qui n'ont même pas 2 électeurs, 2 militants qu'on ne connaît pas. Vous voulez qu'ils viennent, que Paul Biya vienne débattre avec eux? Je ne veux pas citer des noms, je n'ai pas l'habitude de citer les noms. Vous comprenez, je n'ai pas l'habitude de citer les noms. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a déclaré qu'il est Mais candidat. En même temps, Bernard Bouguin, en période, je veux dire en année électorale, les exceptions sont permises. Peut-être que dans Paul son, Biya- Paul Biya peut-être viendrait que dans bien. son esprit, Oui, aucun oui, candidat Paul n'est digne de Biya sa partirait grandeur. bien de Yaoundé pour venir Peut-être. discuter avec Peut-être bon que sens. Oui, dans non, son non, il y a- Sans attendre la liste officielle des candidats, parce qu'il y a beaucoup de candidats qui ne remplissent pas les qualités pour être candidats. Je crois qu'il y en a un flopé. Les vrais candidats qui sont susceptibles d'être Attendez retenus comme déjà, candidats, faudrait... c'est ceux du MRC, du SDF, du RDPC, Ben, ceux qui ont des conseillers municipaux. Non, déjà. non, non, Oui, attendez, ceux attendez. qui ont On des- va attendre Attendez, qu'elle ait C'est quand ça, même- c'est les Moi, je candidats prends les au images attendre basiques. qu'on Je dépose prends les les images, candidatures je prends les qu'elle est images quand- basiques. J'ai par exemple vu le professeur Maurice Kamto aller dans les marchés, discuter avec les femmes, les dames qui vendent au bord de la rue. J'ai vu Joshua aussi à Ça, Bouddha. c'est pas un débat, ça. Non, je veux dire, je prends... Non, parce que C'est vous, la campagne. La vous voulez communication ne se m'opposer, limite vous voulez pas au m'opposer débat. la On peut qualité... communiquer sans forcément débat. non, Vous voulez débat, c'est m'opposer pas la au qualité, à des Célestin, millions de Camerounais. parce Dans que, un débat. parce que Dans vous, un débat. vous opposez la qualité des personnes qui viendront en face. Moi, je verrais bien Maurice Kamto répondre à des étudiants, par exemple. Ou Joshua aussi, ou je ne sais pas qui Oui, d'autre. ça, c'est pas un débat. Mais invitez-le. Non, mais la communication, Non, c'est c'est pas pas seulement ça. le débat. Et même dans un... Mais Le même débat dans un débat. entre candidats, Parce- écoutez, il faut être clair. Invitez-le. Il y a la communication face aux Camerounais. Il y a un candidat qui se pose devant les Camerounais, qui pose leurs questions et répond aux questions. Maintenant, il y a le face-à-face entre différents candidats. Candidats qui sont susceptibles d'être retenus de par les conditions requises par le Code Mais électoral. attendez je veux dire. que Et donc, voilà ce les dont je candidatures parle. soient déclarées. De toutes les On ressort façons- avec vous. Oui, On ressort avec vous. De toutes les façons, monsieur Dipita, ce que moi je voudrais vous dire, c'est que notre mouvement est prêt à répondre à toutes les invitations C'est clair. devant tous les candidats. Et nous ne trouvons absolument aucune objection, puisque à chaque invitation, on trouve que c'est une aubaine pour dérouler sur nos bien sûr, propositions. on va pas craindre le Et je ne débat. comprends pas pourquoi un candidat serait C'est pas disposé à possible. suivre le débat, parce qu'il aura à débattre avec tel ou tel. Moi, je pense que c'est une occasion. Comment de- s'appelle votre candidat? L'autre candidat, c'est Cabral Lébi. Le candidat Donc vous attendez à ce que Cabral Lébi vienne sur ce plateau. Paul Biya aussi vient. Non, pas ça. Se mettre Moi, à j'ai débattre. pas. Attendez, Écoutez, si je ne parle Cabral pas Lébi- des autres. Pourquoi vous ne viendrez pas face à Cabral Lébi? Dis-moi, Non, vous non. pensez que c'est... Je parle de Pourquoi vous ne viendrez pas face à Cabral Lébi? Ici à Douala, Pourquoi sur ce ne pas? Je ne parle Alors, pas du non, candidat des autres. notre plateau, qu'est-ce qu'il a de Non, moins que les non, autres? non, Non, à Yaoundé. attendez. Et qui serait digne de Non, Paul écoutez, Biya alors? écoutez. Oui, Vous Bernard. connaissez quelles sont ses responsabilités? Ah, d'accord. Mais les candidats... Il ne bouge pas n'importe quoi. Alors, Il est alors, candidat. alors, Il est alors, candidat. alors, Bon, qui le- je prends son exemple
exemple pour dire que même le professeur Maurice Kamto, hein, Ouais. vous croyez qu'il aura autant de temps? Mais il faut bien qu'il en trouve, Si s'il est Si vous candidat. n'avez pas le temps de Attendez. Il faut communiquer bien aux qu'il en trouve. Camerounais, ce que vous leur Non, proposez, c'est que écoutez, vous avez dans le temps de comprends quoi pas ce que finalement? dit le docteur Bougain, parce qu'en vérité, Parce Vous que ne c'est pas comprenez Cabral pas. Libi, si Vous Cabral ne Libi, comprenez attendez. pas. Il y a des Attendez, choix qu'on soyons fait clairs. librement, n'est-ce Si pas? monsieur Libi, Un candidat fait des choix. écoutez-moi, si monsieur Hein? Libi, dont Pas je ne tout ça. partage choix, pas, Pas tout ça là. dont je Et ne partage ces choix, c'est par rapport à ce qu'il espère. Ce sont des offres par rapport à une clientèle Ah non, mais politique. nous sommes d'accord Hein? sur Non, le non, fait non. que Et c'est très de toutes les difficile. façons, Écoute. s'il sent que le débat avec ce candidat ne lui apporte rien, oui. il ne viendra pas. Mais- Dans le mais cas dans- que je mais- retiens, Et Moi, aux je électeurs d'en pense, juger. moi, je pense Ça, qu'il faut ça, éviter, mais il faut ils le éviter feront ce en que je ce qui concerne retiens, le il faut RDPC, ne vous éviter inquiétez ce pas. Voilà, genre voilà. de discrimination. Non, que ce je n'est pas retiens- une Attendez, discrimination. à partir du moment C'est seconde. l'opportunité de la Permettez-moi, communication. Une seconde, s'il vous plaît. Ce que je retiens, c'est qu'il faut structurer la démarche. S'il vous plaît. Il faut planifier. Comme chez nous, on parle Planification, il faut on parle- formaliser. on parle de conducteur. Oui, pas de Donc, souci. en fait, il faut. Je vais me Donc, ce redire. que je veux dire, Il Dipita, faut c'est qu'il structurer. y a des prérequis. À partir du moment où un candidat remplit les conditions du code électoral, qui s'appelle Cabral Libi, Akeremouna, Joshua aussi, Maurice Kamto, évidemment. Ou après avoir Ils- moins de 1%. Mais écoutez, pas grave. Dans tous les ça cas, c'est quoi ben, ces candidat. Tout ça rentre dans ce que j'appelle la Ce sont des structuration candidats, de, monsieur. Oh là là. de la démarche. Monsieur Ndiamé, On va donc rentrer. Mais chez vous, vous êtes assez... j'ai beaucoup de respect Mais le pour délit de vous. faciès, c'est Ben non, grave. ben c'est non, vous. vous, ben appelez, non. vous Vous parlez appelez d'un les gens candidat. petits candidats, grands... Mais c'est Écoutez, incroyable. jusqu'à présent, n'est-ce pas? Mais C'est un débat démocratique. On Sur en- l'emploi. Ça, c'est tout un débat dans tous les cas. Ça veut dire quoi, éliminer certains candidats On va prendre la On n'a pas transition. éliminé. Mais vous dites qu'il faut écarter les candidats. on dit Bernard, que- ouais. on va prendre la transition et on attaque oui, le ça prend du sens. débat de fond. Nous sommes le 1er mai. C'est le délit de faciès. Nous l'avons dit dès l'entame, journée de célébration, journée de commémoration, journée de revendication, travail décent. Où en est le Cameroun? Un ou deux chiffres rapidement énoncés, environ 70% de sous-emploi dans notre pays et 27% des jeunes qui sont au chômage pour un SMIC qui est d'ailleurs classé comme étant le plus bas d'Afrique et évalué dans la marge 28 000 francs CFA, 36 000 francs CFA en 2-3 lignes. Voilà un peu décrit l'environnement au Cameroun. Bernard, je sais que dans le discours officiel, on parle beaucoup d'amélioration, mais il faut aussi observer que les coupes salariales du début des années 90, on peut le dire, n'ont pas encore été rattrapées. Hein. Non, pas du tout. Et je suis bien placé pour vous le dire puisque je suis fonctionnaire. Pas du tout. Mais alors, il faudrait reconnaître que les situations sont diverses. Suivant que l'employeur s'appelle l'État ou alors que l'employeur s'appelle multinational ou alors une société privée qui bat des ailes pour pouvoir tenir, ou alors une grande société, les situations ne seront pas les mêmes. Déjà, il faut distinguer la situation du travailleur de celui du chômeur. Il faut aussi distinguer l'auto-emploi. Il faudrait reconnaître que l'État est le plus grand employeur et que même au niveau de la fonction publique, les droits ne sont pas les mêmes. Qu'il s'agisse du droit à la rémunération, de l'âge de départ à la retraite, vous allez vous rendre compte que les fonctionnaires sont avantagés par rapport aux agents publics relevant du code du travail. Vous allez vous rendre qu'il y a certains corps qui ont encore plus d'avantages et vous verrez que dans le parapublic, la situation est encore plus reluisante. Quand dans le privé, vous avez par exemple, parlant du travail décent, une grande entreprise qui fait beaucoup de bénéfices. Alors dans ce cas, on peut s'attendre à ce que les conditions, c'est-à-dire un salaire juste et équitable, une prise en charge de la santé, des meilleures conditions, etc., que cela soit rempli. Mais si vous avez une entreprise qui se bat pour subsister et qui doit employer les gens, qui n'arrive pas forcément à, comme on le dit souvent, à joindre aisément les deux bouts, ça ne peut pas être pareil.
Mais reconnaissons qu'en général, nous sommes dans une situation d'un pays pauvre très très endetté. Nous pouvons reconnaître également qu'il y a une certaine malgouvernance qu'il faut corriger. Mais, dans tous les cas, dites-vous bien qu'il y en a qui sont logés à meilleure enseigne que d'autres. Il y en a là, vous leur parlez d'un travail indécent. Et vous Ils serez... vous diront qu'ils n'en ont jamais entendu. Et vous serez d'accord peut-être avec Paul Didier que c'est la conséquence d'une politique d'emploi mise en œuvre qui résulte, ou du moins qui donne ces résultats-là, Paul Didier? Oui, j'aimerais dire d'entrée de jeu que la situation des travailleurs au Cameroun n'est pas reluisante du tout, comme nous savons. Déjà que la quantité de travailleurs que nous avons est très peu élevée. Nous avons un taux d'emploi qui tourne autour de 6%, si nous prenons l'emploi salarié seulement, puisque l'État emploie un peu plus de 300 000 personnes, tout comme la somme de toutes les entreprises privées. Nous serions donc autour de 600 000 salariés au Cameroun sur une population potentielle de demandeurs d'emploi de 11 millions. On est autour de 6%. Ça veut dire que si on considérait que l'emploi salarié, le taux de chômage serait de 94%, bien au-delà de ce qui est officiellement annoncé. C'est une situation préoccupante. Donc quand nous parlons de fête du travail au Cameroun, en réalité, ce n'est pas seulement la fête de ceux qui travaillent déjà, mais la préoccupation majeure devrait même être orientée vers ceux qui ne travaillent pas. Pourquoi ne travaillent-ils pas? Alors que tout le potentiel est là pour que nous puissions mettre notre population au travail et que nous construisions notre développement. C'est cela qui fait problème. Donc, nous devons être amenés à réfléchir sur toutes ces situations. J'ai entendu, vous avez dit 70% de sous-emploi. Moi, je parle de 94%. Alors, tout cela, c'est la résultante d'abord d'un taux d'investissement public qui reste extrêmement faible. C'est-à-dire dans la répartition budgétaire même de nos ressources publiques, la part qui est consacrée à l'investissement qui doit générer de l'emploi massivement, cette part-là reste faible et souvent mal distribuée. Même la plus petite partie qui est consacrée, elle est mal distribuée. Bon, peut-être que nous allons y revenir plus en détail tout à l'heure. Mais la part de l'investissement restant faible, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de création d'emplois, il n'y a pas de création de richesse, donc il n'y a pas de développement. Nous n'allons pas inventer la roue. L'emploi dans tous les pays est public et privé. L'État emploie un certain nombre de personnes et le privé emploie une autre quantité. Le ratio, c'est souvent 5 sur 6 employés, l'État en emploie 1 et le secteur productif qui est essentiellement privé en emploie 5. Donc, si vous voulez avoir un emploi public, il en faut 5 de privé. Bien, maintenant, ce que l'État doit faire, c'est qu'il doit mettre en œuvre les incitations et les facilitations qu'il faut pour accompagner ceux qui veulent créer des emplois, lui-même étant aussi un créateur, pas seulement dans la fonction publique, mais aussi dans le secteur productif, notamment le secteur agricole. Les investissements qui doivent être réalisés ne le sont pas, ou ne le sont pas suffisamment, ou alors ne sont pas orientés comme cela se doit. J'aimerais que nous discutions là-dessus en profondeur, pour que vous qui parliez du programme tout à l'heure, que nous vous présentions quelques lignes, oui, on voilà, de nos propositions sur cette question de l'emploi, puisque la question du travail, elle est extrêmement large. Mais je préfère l'aborder sur le plan de la création d'emplois pour ceux qui n'en ont pas, et la protection du peu que nous avons là maintenant. Donc j'aimerais vraiment avoir du temps pour développer davantage dessus. Michel Docou. Pour nous, une chose est extrêmement préoccupante, c'est la réaction que vous avez entendue tout à l'heure par rapport à la question que vous avez posée. Et vous posez le cadre. Voilà le taux de sous-emploi, voilà le taux de population au chômage. Comment on peut dire que l'emploi se porte dans notre pays? Première réponse, les salariés sont différents selon qu'ils sont dans le secteur public. Donc, 70% de sous-emploi, on ne le voit pas. Dans le gouvernement, l'équipe dirigeante actuelle, on ne les voit pas. Quand on pense à la question du travail, et si vous regardez la thématique de cette année, de la fête du travail, vous le voyez bien, on continue de ne parler que d'une élite, parce qu'il faut bien l'appeler ainsi, qui a eu la chance, entre guillemets, d'être dotée d'un emploi. Et en ce qui concerne la fonction publique, on voit bien d'ailleurs que c'est tellement un privilège que vous avez
très peu de travail qui est associé à l'emploi. Je crois que ce serait intéressant d'avoir une réflexion, une étude sur le nombre d'heures que passe chaque fonctionnaire à son lieu de service et le nombre d'heures qu'il y passe à travailler. Effectivement, je crois que ça serait très intéressant. En tout cas, notre expérience en tant qu'utilisateur du service public est que ce nombre d'heures parfois pourrait être augmenté. Donc, en réalité, la population qui est qualifiée, qui a été formée sur la base des revenus générés par la population active et productive, cette population arrive sur le marché du travail et de l'emploi avec une formation qu'elle n'utilise pas. C'est ça qu'on appelle le sous-emploi. Et aujourd'hui, les propositions, on peut difficilement parler de propositions qui sont faites parce qu'il y a même une difficulté de l'État actuel à voir cette réalité-là. Comme elle est difficile à appréhender pour lui, qui ne pose que la question du maintien du statut de l'élite qui est en place, elle est difficile à corriger. Nous avons toute une politique justement qui embrasse tous les aspects actuels de la difficulté d'être employé. Nous avons, et cela a été mentionné tout à l'heure, un tissu économique insuffisant. Et là où nous divergeons par rapport à la proposition de 11 millions, c'est que pour nous, il faut encourager l'investissement privé. L'État n'a pas les moyens, il n'est pas producteur de richesse, il n'a pas les moyens déjà de payer toute la base salariale qui est la sienne. C'est la raison pour laquelle, après l'atteinte du point d'achèvement, il n'a jamais réaugmenté les salaires, contrairement à ce qu'il avait promis. Il n'a pas les moyens de payer tous ces salaires et il faut donc qu'il organise l'environnement pour que les personnes privées, qu'il s'agisse de celles qui sont ici ou de celles qui sont à l'extérieur de ce pays, investissent. Mais pour ça, il faut avoir un environnement incitatif, c'est-à-dire qu'il faut définitivement régler la question de la corruption. Vous ne pouvez pas avoir un système judiciaire totalement inefficace et aux ordres et espérer qu'un investisseur étranger va choisir entre le Cameroun et l'île Maurice le Cameroun. C'est évident. Donc, la question de l'emploi aujourd'hui est avant tout une question d'adaptation de la main-d'œuvre disponible, parce que le sous-emploi s'explique aussi par cela. Vous avez beaucoup de personnes qui sortent des écoles, des universités, etc., mais qui n'ont malheureusement pas les compétences, les talents qui sont souhaités sur le... Parce qu'il n'y a aucun effort de l'État pour développer des filières, pour rechercher les marchés porteurs au niveau mondial et impulser une politique éducative en conséquence. Voilà comment est-ce qu'on peut résoudre, mais c'est dans une vision d'ensemble, et j'espère effectivement qu'on va pouvoir en parler un peu plus en détail, dans une perspective d'ensemble, la question de l'emploi dans notre pays. Et je rappelle en vous passant la parole que le thème cette année, c'est dialogue social, facteur de promotion du travail décent et de progrès socio-économique au Cameroun. Dialogue social, ça veut dire qu'il faut discuter parce que comme on a entre syndicats et employeurs, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de... Autant en parler, quoi. Oui, je pense qu'il n'est pas inutile de rappeler que votre thématique aujourd'hui n'est pas le fait du hasard. On est le 1er mai. Absolument. Et c'est quand même allusif à la Journée internationale du travail. Je pense qu'il faut rappeler aux Camerounais que c'est en 1886 que certains salariés de Chicago, aux États-Unis, se sont mis en grève. Et je peux vous assurer que c'était une grève qui avait été très durement réprimée au 19e siècle. Et de 1886 à 1889, il y a eu pendant 3 ans, de manière discontinue, des grèves récurrentes. Et c'est à Paris que le principe même de la journée de 8 heures avait été acquise et le principe de la journée internationale du travail, qui prend effet 2 ans plus tard, en 1890. Donc, depuis pratiquement maintenant 200 ans, eh bien, aujourd'hui, dans le monde entier, on célèbre, non pas de manière festive, parce que ça devrait être, avant d'être une fête, c'est d'abord une commémoration qui devrait poser les vrais enjeux des travailleurs sur la table, c'est-à-dire que les conditions dans lesquelles ils sont utilisés, ils sont... C'est pas l'impression qu'on a vue d'ici. Justement, j'y arrive. Et donc, revenu dans le cas du Cameroun. Alors, moi, je trouve toujours indécent de parler du travail décent au Cameroun. Parce que quand vous regardez très bien
l'arsenal juridique camerounais, notamment le droit du travail. Eh bien, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a la liberté syndicale qui est consacrée, la liberté, le droit de grève qui est consacré, qui a même valeur constitutionnelle. Mais on se rend compte évidemment que nous sommes dans un pays où il n'y a pas, j'allais dire, où il y a l'informel. C'est-à-dire que 80% des entreprises camerounaises sont dans l'informel. Alors quand on parle d'informel, ça veut dire qu'il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de régulation. Quand vous n'avez ni chiffres, ni normes, ni régulation, mais comment pouvez-vous, n'est-ce pas, mettre en place des dispositifs idoines pour essayer de mieux traiter vos salariés? Nous savons au Cameroun que le SMIC, officiellement, c'est 36 000 francs brut. Hein, le SMIC le plus bas d'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire qu'en net, un Camerounais, il y a des Camerounais qui ont aujourd'hui moins de 26 000 francs par mois. Moi, je connais personnellement un gardien du moment où j'habitais Bonabéry, de mon immeuble, qui partait de Ndokoti à 5 h du matin, traverse le pont parce qu'il gagnait 25 000 francs par mois. S'il se risquait à prendre le taxi avec ce montant-là, et vous vous rendez compte qu'il ne mangerait même pas chaque jour. Donc, voilà la situation aujourd'hui au Cameroun. Donc, nous sommes dans un pays où la plupart des salariés sont dans une extrême précarité. Et quand on parle d'emploi, on ne parle pas que des fonctionnaires, je suis désolé. On parle de tous les salariés. Donc, aujourd'hui, au Cameroun, par exemple, il y a 38%, n'est-ce pas, 38% de jeunes Camerounais de 19 à 45 ans, n'est-ce pas, qui constituent 65% de la population qui sont au chômage. Quand vous prenez les grandes villes comme Douala et Yaoundé, ça frise quasiment les 58%. Maintenant, prenez les entreprises. Moins de 20% déclarent leurs salariés à la CNPS. C'est quand même assez grave. Moins de 20% des entreprises déclarent leurs salariés à la CNPS. Donc, dans ces conditions-là, comment peut-on parler de travail décent, d'autant plus que les salaires sont très peu convenables, il n'y a pas de protection sociale, il n'y a pas de liberté syndicale. Quand un salarié ose prendre son carton ou sa carte de syndicat, il est pourchassé, il est intimidé, il est muselé dans l'entreprise. Donc, alors même que le droit syndical, le droit de grève sont codifiés dans la Constitution, que l'État garantit, n'est-ce pas, l'exercice de ces droits-là. Or, quand un salarié ose le faire, il est mis en difficulté. Donc, comment peut-on parler d'un salaire, d'un travail décent avec moins de 30 000 francs par mois aujourd'hui au Cameroun? C'est impensable. Par ailleurs, on a vu dans certaines corporations les conventions collectives, notamment dans le paysage audiovisuel camerounais, qui est souvent très peu respecté, donc c'est du n'importe quoi. On a parfois vu des patrons de presse, n'est-ce pas, traiter, n'est-ce pas, leurs salariés comme du bétail. Très souvent, il n'y a pas de contrat de travail. Et quand bien même il y en a, ils sont virés sans aucune forme de procédure. C'est extrêmement grave. Donc je pense que l'État nous écrit des slogans chaque année, mais ce ne sont que des slogans qui n'ont aucune réalité. Quand on parle de PPTE, moi je ris. L'initiative PPTE nous a permis d'avoir une remise de dette d'environ 1420 milliards. Je rappelle qu'au seul titre des salaires fictifs, on a détourné au Cameroun 1920 milliards sur 20 ans. Donc, vous comprenez, quand on parle de PPTE, le Cameroun n'est pas un pays pauvre. C'est un pays extrêmement riche, bourré de détourneurs. Regardez la prison de Kondengui à Douala, mais elles sont pleines de détourneurs de fonds publics, et ça se compte par milliards. Donc, on arrête de me dire le Cameroun est dans une phase de pays PPTE. Non, c'est faux. Il y a des détournements de fonds publics dans ce pays, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas thésauriser pour lancer les programmes adéquats pour les dans le thème de cette 132e célébration, il y a deux entités qui m'interpellent. Dialogue social et travail décent. Alors, qu'est-ce qu'ils se disent au niveau des pouvoirs publics? Parce qu'on ne peut pas offrir un travail décent. Alors, autant dialoguer pour apaiser, pour essayer d'expliquer, pour ne pas soulever les foules. Oui, vous dites parce que les pouvoirs publics ne peuvent pas offrir. Je veux dire, j'ai fait une interprétation à la venue de ce qui me vient à... Je voudrais expliquer et redire que l'État du Cameroun est un État-providence. Ça veut dire que l'État prend en charge beaucoup de situations, alors que tel ne devrait pas être son rôle. L'État ne devrait pas employer autant de monde. L'État devrait être un État libéral. Et ça, c'est la conséquence d'un choix politique, non? Laisser au secteur... Faites la comparaison avec le nombre de fonctionnaires qu'il y a en France. Et la France est beaucoup plus peuplée. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est le secteur privé qui devrait beaucoup employer. C'est le secteur privé qui crée de la richesse. Bon, nous allons donc reconnaître
que l'État du Cameroun emploie beaucoup plus qu'il n'en faut. Elle a parlé tout à l'heure, elle a dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup plus de fonctionnaires qu'il n'y a de travail à faire. Parce que l'État, pour résorber le chômage, ne fait que recruter, même au-delà du besoin. Bon, ça permet de gérer le côté social, mais on peut admettre que ce n'était pas à l'État de beaucoup employer, mais de créer des incitations, et je crois que tel est le cas. Maintenant, il appartient au secteur privé d'être suffisamment dynamique. L'État ne doit pas venir dans la maison de chaque Camerounais pour le sortir avec la chicotte et dire « va créer un emploi, va créer un emploi ». Ce n'est pas ça. Les gens doivent prendre des initiatives. Il y en a qui s'en sortent très bien. Il y a des gens qui ont créé des entreprises. L'État ne leur a pas octroyé des fonds parce que les gens attendent que l'État vienne leur donner de l'argent pour qu'ils aillent créer des entreprises. Est-ce que les jeunes qui nous regardent là doivent rester dans le désespoir? Michel Ndoki, comment on fait pour résoudre ces questions de chômage? Et là, j'aimerais, peut-être que c'est un pan du programme que propose MRC. Vous, comment vous abordez la question du chômage en termes de solutions? Tout dépend du secteur dont on est en train de parler. Prenez l'agriculture. Aujourd'hui, que fait-on avec l'agriculture? Sérieusement, sur les 5, 10, 15 dernières années, quel a été le programme mis en place et quels en ont été les résultats sur la question de l'emploi? Nous avons eu des slogans. Il faut retourner à la terre, c'est bien. Agriculture de 2e, de 3e génération. Et cela ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Vous voulez instaurer le communisme ou le socialisme? Posez une question, permettez que je réponde. Chacun son tour. Parce qu'il n'y a pas de politique globale. Vous demandez aux gens de retourner à la terre, mais vous ne construisez pas de route. Moralité, les cultures restent en bord de champ. Parce qu'elles restent en bord de champ et que la moitié en est détruite, vous ne pouvez pas les avoir à des prix intéressants en ville, parce que vous n'avez aucune politique au niveau de la douane, aucun système sérieux mis en place. Demandez aux agriculteurs qui font de l'export, aucun système sérieux mis en place pour faciliter l'exportation des matières premières alors qu'on les sait périssables. Du coup, il y a des marchandises qui restent au port, qui restent à l'aéroport, avec les conséquences que cela a sur la compétitivité au niveau international. Il faut créer des filières. Il faut éviter, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, plutôt que d'essayer de sortir un produit de Bouddha, de Pendamboko, et de le mettre sur la table, sur une table française ou allemande, telle qu'elle. Il faut créer des filières, il faut mettre en place de la transformation sur place, et puis peut-être qu'il faudrait commencer par bâtir notre indépendance au niveau alimentaire. Parce que le ridicule de la situation actuelle, c'est que vous avez des encouragements à cultiver du cacao alors que nous importons du riz. On était, il y a quelques années, à 80% de ce que nous mangeons venait de l'extérieur. Alors, au lieu que les agriculteurs camerounais soient tournés, ce qui serait quand même moins difficile conceptuellement, vers produire pour remettre le pays là où il était à l'autosuffisance alimentaire, avoir suffisamment de viande, avoir du lait, avoir du beurre, etc. On importe du riz, on importe du beurre, on importe du lait, on importe de la viande de bœuf, nous l'importons. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, dans les propositions que nous faisons, il y a créer des filières, d'accord, pour, comment dirais-je, satisfaire la consommation locale, créer des champions, parce que selon les régions, vous avez des spécificités. On ne va pas partout se mettre à produire de l'oignon. On sait que ça sera plus adapté à la région septentrionale du pays. La laitue, on sait très bien qu'il faut plutôt aller du côté de... Oui, mais maintenant on parle de programme, mais ça y est, vous vous ennuyez. Je vous suis. Donc, voilà, ça c'est en ce qui concerne l'agriculture. On termine. On est sur le programme des partis politiques ou est-ce qu'on est sur le travail? Non, on est sur la réponse des partis politiques par rapport à la problématique de l'emploi. C'est deux sujets différents. Ah non, c'est pas deux sujets différents. différents. L'économie, forcément.
Le travail décent, ce n'est pas Je forcément suis désolée, moi j'ai du mal à faire l'un sans l'autre. C'est comme ça. Après, vous répondrez comme vous voulez. Mais moi j'ai du mal à concevoir. Et c'est ce qui nous gêne dans si dans c'est un l'approche. programme, c'est bien, mais je veux dire que le travail décent, c'était une Oui, thématique bah oui, qui n'a rien à permettez voir. que question- certains la aient des question- la réponses question aux qui a questions et ne se suivi, contentent pas c'était- d'être candidats. c'était Oui, quelle est nous avons l'offre? des propositions, bien sûr. Je veux dire, si Ah, on fait un c'est- Alors, constat, travail maintenant, la question, mais bien sûr que si on fait un c'est du constat, si on fait travail un décent. constat d'échec, Bien entendu que chômage, c'est du travail décent. sous-emploi, La, alors la- qu'est-ce qu'on offre? la différence d'approche, c'est que oui, si vous voulez avoir une réponse, oui, nous pensons qu'il faut relever le SMIC et qu'il faut le mettre au moins à 55 000. Oui, mais ça ne change pas le fait que vous n'êtes en train de parler que d'une extrême minorité de la population active de ce pays Et tout à et l'heure- que le problème de l'emploi ne se pose pas ici, comme pour la CGT, que l'on prend en exemple, comme pour les femmes de Chicago. On a un problème déjà pour faire travailler les gens. Donc, tout à il faut l'heure, Michel, répondre je à vous ces reprends jeunes-là sur la question de savoir comment ils vont avoir du travail. Mais Michel, Et Avant moi, de et poser la parler- question si de on veut parler l'emploi des- Et, décent, mais maintenant, et moi, tout on à l'heure, parle je vous d'économie. reprendrai sur comment ça se Si finance. on parle Maintenant, de la je tout voudrais, à fait. salariale, On reviendra je voudrais dessus. Du travail décent, on Paul Didier parle- Macon d'abord, sur Oui, monsieur Dipita, les propositions en oui, termes je de... pense qu'il faut être extrêmement précis. Alors, qu'est-ce que nous entendons d'abord par travail décent? Le travail décent a deux caractéristiques. La première, c'est une rémunération suffisante, permettant aux travailleurs de supporter le coût de la vie. Et la deuxième caractéristique, c'est la protection sociale. Est-ce que le travailleur bénéficie d'une protection sociale? La protection sociale porte notamment sur quatre choses. Vous avez la santé, vous avez la retraite, vous avez l'éducation, vous avez le logement. Donc c'est cela notre vision du travail décent. Alors, je commence par la première exigence, une rémunération suffisante permettant de supporter le coût de la vie. Alors, les seuils de pauvreté mondialement retenus, c'est ceux des travailleurs qui ont des revenus en deçà de 2 $ par jour. Lorsque vous considérez qu'une famille, c'est chez nous au minimum, c'est 4 personnes, c'est-à-dire 2 parents et 2 enfants, vous vous rendez compte que une famille qui gagne donc autour de, je prends 2 $ multiplié par 4 membres de la famille, on est autour de 8 $. C'est donc une famille pauvre. Ça veut dire qu'il faut aller bien au-delà pour sortir cette famille de travailleurs de la pauvreté. Ça pourrait faire autour de 80 000 francs pour que cette famille de 4 personnes-là puisse sortir du seuil de pauvreté qui est de 2 $ par personne et par jour. Donc la somme des revenus de cette famille doit tourner autour de 80 000 francs pour qu'on estime internationalement, selon les critères retenus, que cette famille-là commence à sortir de la pauvreté. Bien, est-ce que cela est le cas au Cameroun pour bon nombre de travailleurs? Ceux qui sont déjà recensés comme des travailleurs formels, c'est-à-dire des salariés, surtout ceux du secteur privé, vous allez vous rendre compte qu'ils sont nombreux à ne pas pouvoir atteindre ce salaire-là de 80 000 francs. Alors, qu'est-ce que nous faisons pour l'améliorer? Déjà, il faut améliorer donc d'abord la protection sociale de ceux qui travaillent déjà. En instaurant, nous proposons d'instaurer un salaire minimum intra-professionnel. Pas interprofessionnel, mais intra-professionnel. C'est une grosse innovation. Salaire intra-professionnel signifie quoi? Ça signifie que c'est à l'intérieur de chaque profession qu'on peut déterminer des minima, en deçà desquels des conventions sociales ne peuvent pas aller. Je veux dire les conventions collectives. Les conventions collectives vont régir l'organisation du travail et le niveau de rémunération minimum. Seulement, ils ne peuvent pas aller en deçà des minimums qui ont été retenus par l'État. Ceux qui veulent dégager l'État de toutes les responsabilités sur l'emploi, ils se trompent. Parce que même dans les pays les plus libéraux, ultra-libéraux comme les États-Unis, l'État fixe des minimums et encadre tout, même si c'est les privés qui doivent entreprendre. La mise en œuvre. Très bien. Bien, donc la protection sociale doit être assurée au niveau du revenu des salariés. Premier dispositif en béton, c'est le salaire minimum intraprofessionnel. Ça veut dire que dans la profession des avocats, l'État peut décider que le salaire minimum, c'est une profession libérale. Mais dans la profession des journalistes, on peut décider que le salaire minimum est de 100 000 ou de 150 000. Celui qui ouvre une entreprise de presse ne peut pas payer en deçà de cela. Sinon, il ne peut pas ouvrir cette entreprise de presse. Dans la profession des enseignants, le salaire minimum, c'est 100 000. Si vous ne pouvez pas payer 100 000 aux enseignants, vous n'êtes pas autorisé à ouvrir votre établissement. Donc, vous n'ouvrez que lorsque vous avez enregistré tout votre personnel et que vous êtes capable de lui payer ce salaire minimum interne à votre profession.
il en va de même de toutes les autres professions. Donc l'État que nous voulons construire va organiser toutes ces professions de sorte que tous ceux qui interviennent puissent bénéficier de ce minimum fixé par l'État. Le salaire minimum interprofessionnel est plus difficile à mettre en œuvre dans notre contexte actuel. Interprofessionnel signifie que si vous êtes de la profession des domestiques ou bien des babysitters, selon que vous êtes de cette profession, que vous êtes de la profession des enseignants ou bien des journalistes, tout le monde doit avoir ce même minimum-là. Ce qui est difficile à réaliser dans notre contexte où nous sommes encore un pays en plein démarrage de notre construction nationale. Vous ne pouvez pas encore imaginer qu'on puisse payer une babysitter pour laquelle l'expertise demandée peut être le CEP avec le même salaire que peut-être quelqu'un qui est un journaliste ou bien un enseignant. On organise donc des minima salariaux à l'intérieur de ces professions, mais qui soient capables de faire supporter à ces personnes le coût de la vie, c'est-à-dire qu'on doit être au-delà de 80 000. Mais on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Pour pouvoir pratiquer de tels niveaux de salaire, il faut augmenter la production nationale. J'ai encore beaucoup de choses, pas mal de choses à vous dire. Je souhaite pas monopoliser la parole. Oui, mais c'est moi qui recule. J'ai pas encore parlé 3 minutes. Alors, ce que je voudrais insister sur la deuxième dimension, même si je peux reprendre la parole tout à l'heure. Oui, il faut être concis. Oui, la protection sociale. On peut travailler et gagner 100 000 ou 200 000 ou même 1 million. Mais si on ne bénéficie pas d'une protection sociale, on n'a pas encore un emploi décent. En quoi consiste la protection sociale? Alors, la vision de l'État que nous avons, c'est que nous devons imposer aux salariés et aux non-salariés, que nous appelons les travailleurs indépendants, de souscrire à des plans d'épargne. Des plans d'épargne qui deviennent obligatoires et qui leur donnent en quelque sorte l'accès au métier. Si vous êtes ce que nous appelons les BAMC ou bien les conducteurs de moto ou de taxi, pour avoir accès à votre métier, il faudrait qu'on vérifie que vous avez souscrit aux 3 ou 4 plans d'épargne obligatoires que nous avons retenus. Le plan d'épargne 1, votre assurance maladie. Vous n'allez pas être en santé tout le temps. Vous allez tomber malade à un moment donné. Donc il faut bien que pendant que vous ne travaillez pas, que votre assureur puisse vous prendre en charge. Ou alors pendant que vous êtes effectivement malade à l'hôpital. Vous-même et votre famille. Le plan d'épargne retraite. Il faudrait que les travailleurs indépendants, qui sont plus nombreux au Cameroun que les salariés, il y a pas de 600 000 salariés, sur une population active de 11 millions. Ça fait trop peu. Donc les travailleurs indépendants que nous appelons l'informel sont plus nombreux. Il faudrait, pour formaliser cet informel-là, qu'on leur donne la possibilité, même qu'ils aient l'obligation de cotiser pour leur propre retraite. On pourra revenir tout à l'heure sur les détails. Le plan d'épargne logement. Il ne suffit pas de travailler. Il faudrait que ceux qui travaillent puissent avoir accès à un logement décent. Et seulement à partir de ce moment qu'on peut parler d'emploi décent. Maintenant, nous pourrons développer parallèlement à la politique de l'emploi une politique du logement social qui permet donc à ceux qui ont les moyens ou en deçà de la moyenne d'être bien logés. Et le dernier plan d'épargne, c'est le plan d'épargne éducation, qui permet aux travailleurs, même lorsqu'ils ont des revenus modestes, en cotisant une partie et en se faisant appuyer par l'État pour une autre partie, d'avoir donc accès à l'éducation pour leurs enfants. Célestin Djamène. Moi, je pense que on n'est pas venu ici pour débattre, je ne sais pas si c'est la thématique, des programmes politiques des partis politiques. Je pense que la thématique travail décent est suffisamment importante pour qu'on y insiste. J'ai l'impression qu'il y a une confusion entre l'auto-emploi, entre autres, et le travail décent. Le travail décent ne concerne que les relations entre salariés et employeurs. Je pense. Il faut être précis dans ce qu'on fait. Maintenant, je pense que, en même temps, les représentants des partis politiques sur ce plateau sont parfaitement libres de faire un clin d'œil, de bifurquer sur le programme politique. Nous-mêmes, on en a un au SDF, c'est un programme social-démocrate. Non, il faut préciser que les représentants des partis politiques ont été briefés sur l'offre. Au regard de tous les constats. Je parle de la thématique, le travail décent. Oui, c'est lui qui nous a invités. Vous vous souvenez quand même. Je suis en train de préciser exactement. On parle du travail décent. La première démarche était de faire le constat. La seconde, c'était OK, vous avez condamné la politique actuelle. Vous, en échange, éventuellement. Je pense qu'on n'a pas assez dit sur le travail décent. Oui, non, non, je recadrais juste pour la thématique. En vérité. Maintenant, vous allez déployer tel que vous le sentez. De tout et de n'importe quoi, c'est vrai que nous ne parlons pas de tout, la politique économique prise globalement, il y a dans cette politique économique la politique salariale, qui, à mon avis, est un levier très important pour la relance de la croissance. Parce qu'en vérité, on peut, à travers la relance, le rehaussement des salaires, effectivement, relancer la consommation et donc relancer la croissance et donc remonter le taux de recouvrement des impôts de l'État. Ça, c'est évident.
Ça, c'est une politique globale. Maintenant, je crois qu'il y a aussi un point qui me semble extrêmement important, au-delà de la protection sociale que j'ai soulevé tout à l'heure. Il y a aussi la sécurité des travailleurs. Parce qu'on l'a vu au Cameroun, par exemple, dans des chantiers de travailleurs qui travaillaient avec acharnement au travail, mais qui n'avaient aucune espèce de protection. Il y a même eu des cas de mort. Des gens qui travaillent, mais qui ne répondent pas au standard minimal, n'est-ce pas, de protection qu'un travailleur devrait avoir sur un chantier. Il y a aussi, bien entendu, la sécurité juridique. Tout à l'heure, M. Macron a fait allusion aux avocats. Je rappelle que c'est une profession libérale. Heureusement que vous êtes rattrapés parce qu'il ne faut pas fonctionnariser les avocats. Hein. L'État n'a pas à payer les avocats. C'était pas l'absolu, je l'ai corrigé. Ok, bon, très bien. Mais il arrive que l'État n'a pas à payer. Je sais bien qu'il y a l'aide juridictionnelle, c'est très vrai. Mais il ne faut pas que ce soit un moyen pour l'État pour essayer de fonctionnariser les avocats. Ça, il faut être clair là-dessus. Oui, mais non. Sans les fonctionnariser, ils pourraient quand même aider à réguler non, le secteur comme il y a des avocats, pour tout bien le monde. sûr, comme d'office. Il y a les commissions. C'est un consentement entre l'État et certains avocats. Je parle des avocats salariés et je crois qu'il serait opportun que l'État intervienne pour s'assurer que dans cette profession, comme dans n'importe quelle autre, il y ait des minima qui soient respectés. C'est ça il y a des avocats salariés à travers le gouvernement et leurs députés, l'État légifère. Effectivement, il y a des avocats salariés. Donc, justement, je voulais préciser que quand on parle d'avocat salarié, c'est dans le cadre d'un cabinet, par exemple. Hein, et il y a un avocat même une entreprise. Une entreprise, un cabinet, c'est une entreprise, évidemment. Donc, maintenant, ce que je veux dire, c'est que la sécurité judiciaire, parce qu'entre autres, il faut comprendre que souvent, le salarié est dépourvu de moyens quand il est victime d'abus de son employeur, pour pouvoir saisir la justice. Il n'y a pas un tribunal vraiment spécifique consacré aux problèmes relationnels entre l'employeur et l'employé. C'est important le plan judiciaire. Non, parce qu'en vérité, quand on parle d'inspecteur de travail, hein, vous voyez le sort qui est réservé d'ailleurs aux délégués du personnel. Ils n'ont même pas la protection que le Code du travail leur apporte. Vous comprenez? Souvent, quand ils tentent de protéger un salarié, eh bien, il est viré du jour au lendemain, sans aucune protection, l'inspecteur n'intervient même pas. Moi, je pense qu'il faut donc instaurer, n'est-ce pas, un tribunal paritaire entre certains employeurs et certains syndicalistes. On peut mettre de côté les magistrats professionnels. Dire que ceux qui ont travaillé longtemps, ceux qui ont été longtemps syndicalistes, peuvent très bien mettre en place une sorte de tribunal qui pourra juger des affaires, des contentieux entre les employeurs et les employés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de victimes sur le carreau, dans le monde de la presse, dans le monde du textile, dans d'autres secteurs d'activité, où les employeurs se trouvent sur le carreau, parce qu'ils sont virés du jour au lendemain. Donc moi, je trouve que c'est un pan important. Maintenant, je crois que sur le travail décent, on a un code du travail qui a été revu en 1992. Il y a beaucoup de principes dedans. Je considère que le travail décent est un droit de l'homme. Ça fait partie des droits de l'homme. Et aujourd'hui, l'État gère par embuscade. Parce que dans le monde du travail, rien n'est fait, même pour au niveau des délégués du personnel, rien n'est fait pour assurer, n'est-ce pas, la protection des salariés. Et c'est un sujet extrêmement important. Et que propose le SDF dans ce cadre-là? Mais écoutez, je pense que nous sommes un parti d'obédience socialiste. Et en tant qu'un parti d'obédience socialiste, nous mettons l'homme au cœur du travail. L'homme est producteur de richesse. Même si les entreprises créent des emplois, c'est l'homme qui est producteur de richesse. Donc c'est pour ça que j'insiste abondamment sur la protection du salarié. Pas seulement la protection sociale. Il en faut, parce qu'il y a des pays où il n'y a pas, ou pratiquement pas, de protection sociale. Le cas des États-Unis est typique. Vous avez vu tous les problèmes qu'Obama a eu pour mettre Obamacare en place. Donc, il y a des pays où l'assurance privée, les mutuelles privées, sont extrêmement vivaces. Merci, Célestin. Donc, dans les pays d'obédience socialiste, et je pense que l'État fait tout pour assurer aux salariés, qu'ils soient bien rémunérés ou non, une protection universelle, ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Donc nous pensons qu'il faut mettre l'accent sur le salarié et sur la protection sociale. Je me demande, mais il sera encore pertinent de demander au RDPC comment on fait pour réduire ce niveau de chômage. Hein. Oui, je voudrais d'abord corriger une erreur. Non, vous ne me corrigez pas, je ne suis pas un élève. Une erreur qui s'est glissée dans le langage. Vous ne me corrigez pas, vous n'êtes pas mon professeur, donc vous ne me corrigez pas. Dites ce que vous avez à dire, vous ne me corrigez pas. Oui, je disais donc, tout à l'heure, j'ai cru entendre que les tribunaux ne réglaient pas les problèmes entre... Spécialisés.
Oui, je voudrais dire que dans chaque juridiction, il existe une section appelée section sociale. Tout à fait, C'est oui. le magistrat Voilà. professionnel. Pas, non, je suis d'accord avec lui. C'est le magistrat professionnel. Non, mais laissez les autres parler. Et surtout ceux qui savent de Il y a quoi des ils magistrats parlent. qui ne sont Il pas faut m'écouter. professionnels. Mais c'était Ben oui, monsieur, notre les débat. prud'hommes en France- Bernard Bouga a la parole. Les Célestin. prud'hommes en On France sont pas réagit professionnels. par rapport Pardon. à ce que vous dites. Il existe Michel. des juridictions spécialisées et il y a pour chaque juridiction, à côté du juge, un assesseur employeur et un assesseur employé. Ce ne sont pas des spécialistes magistrats. Bernard Moi, je Bougain, proposais Bernard les Bougain tribunaux continue. qui n'ont pas des magistrats professionnels, Merci Célestin. Magistrat professionnel. Allez-y Bernard, développez. Bon, qui rendent des décisions mais ne sont pas professionnels. Allez-y, allez-y. je disais que vous avez entendu parler du DSCE. Document de stratégie pour la Vous en croissance et avez entendu l'emploi. parler, oui. Voilà. Nous ne l'avons pas vu en À œuvre. l'horizon de C'est un document très riche. Désuet. C'est un document. Bon, quand vous parliez tout à l'heure, Allez-y. vous ne permettiez pas que je... Allez-y, il aime bien vous je titiller, vous Célestin. interrompe, voilà. Et pas qu'ici d'ailleurs, sur les réseaux Oui. aussi. Qui aborde ce problème dans tous les secteurs. Mais vous Mais- me reprocherez pas de vous titiller parce que c'est moi qui modère la parole. Ouais, le privilège. Et je vais de reprendre en deux mots ce qu'il a dit. Le DSE aujourd'hui a quand même déjà connu plus d'une... Il y a des plans d'urgence partout. maintenant. plus Alors, d'une... Ça rend Oui, caduque. Plus mais- d'un arrondi de bord. Oui, Ça rend oui, caduque oui, le DSE. je ne refuse pas. On se demande bien si c'est encore le DSE Non, qu'on c'était de suit. l'enfumage, on l'a bien compris de toute façon. Bon, Non, Ben, allez-y, monsieur- allez-y. monsieur, C'était juste une parenthèse que je Monsieur voulais. N'Djamène, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, ce que j'essayais de dire, vous allez reconnaître que ce document, c'est une boussole. Et que ce document a été concocté par les meilleurs économistes que nous ayons Théoricien. dans ce pays. Et, Ça craint, parce qu'on en est avec les meilleurs économistes. mais où en très sommes-nous? Vous avancé. croyez qu'on est si mal que on ça? sort de, Parlant de du travail PPTE, décent, on a sorti parlant pour du ça de travail chômage. décent, il y en a qui vont vous dire dans ce pays qu'ils ont plus qu'un travail décent. Bah oui, Ah oui, c'est clair. effectivement. Il y en a qui vont vous dire qu'ils en ont moins. Mais Il y en chaque a règle a qui son vont vous exception. dire qu'ils Tout ont à fait un d'accord, travail tout à décent. fait hein. d'accord. Malheureusement, Et c'est tout le pays qu'il faut Il gérer, n'empêche- cher il monsieur. n'empêche que Dans si je tous les m'en tiens, pays, dans tous les Pas la pays, petite poignée de écoutez, vos amis je à m'en tiens Yaoundé, dans il faut tous les gérer pays, non, l'ensemble ne du vous en tenez Cameroun. pas. si je mentionne les statistiques de, Non, de ne Paul vous occupez Didier, pas de Mais ça. c'est C'est pas que lui qui les c'est moi qui invente. parle. pour un potentiel de 11 millions, C'est pas on a moi qui ai 600 fait. 000 On a employés. 600 000 salariés en tout. Vous Voilà. m'avez Et l'État salarié, a dit maman. encore 300 000 à qui il Le ne fait rien Cameroun n'a faire pas le parce qu'il faut monopole gérer le social. du chômage. Et Ah c'est oui, pas nous qui effectivement. avons inventé la notion En fait, on de n'est pas travail dernier. décent. C'est déjà Effectivement. l'essentiel. Hein? Si On on, n'est a pas inventé dernier. ça de l'autre côté, c'est parce qu'il existait là-bas du Heureusement travail qu'on n'est pas indécent. dernier. Tout à fait. Mais il existait du travail, déjà. Ben, allez-y. Vous avez du travail, madame. Vous avez du travail. Ben, allez-y. Lui, il a du travail. Moi, j'en ai. Chacun de nous ici. Ne travaille. croisez Je dis pas vos doigts qu'il y a sur nos pas de emplois. travail. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de travail. Il y a du travail au Cameroun. Allez-y, allez-y. Maintenant, il y en a qui ne veulent pas travailler. D'accord. Bon, bon ce que moi, je entendeur, salut. voudrais expliquer, Ah, c'est que moi, tout à l'heure, vous avez parlé, vous disiez que l'auto-emploi, on va parler du travail décent pour l'auto-emploi, détrompez-vous. Détrompez-vous. Bon, maintenant, je vais vous dire quelque chose. Il y a quelque temps, quand nous avons eu nos indépendances, hein, chacun allait à l'école pour devenir fonctionnaire. Donc, chacun comptait travailler dans le secteur public. On avait une politique éducative qui tendait à cela. Parce que l'État venait de naître et qu'on avait besoin de beaucoup de fonctionnaires. Mais arrivé à un certain moment, nous devons changer notre manière d'éduquer. On doit faire ce qu'on appelle de l'éducation professionnalisante. Qu'est-ce que cela signifie? Que chaque enfant qu'on forme, sa formation doit correspondre à une demande sur le marché du travail. adéquation, formation, emploi. Oui, il faut le faire. Et jusqu'à présent, moi j'enseignais encore il y a quelques mois. J'ai arrêté. Et je peux vous dire qu'on continue à enseigner comme on enseignait depuis. C'est-à-dire qu'on ne sent pas encore que ça a véritablement changé. Et il faut qu'on frappe du poing sur la table pour que, je ne sais pas s'il faut encore formater certains cerveaux d'enseignants ou qu'est-ce qui se passe. Parce C'est une question de cerveau au d'enseignant niveau ou bien, de l'État, ou bien d'offres au politiques. niveau de l'État, le ton a été donné. On a demandé que cela se fasse À comme quel ça. niveau? Maintenant, je dis, il y a deux leviers sur lesquels je voudrais m'appuyer. L'éducation professionnalisante, hein, et
un management des projets d'excellence. C'est-à-dire que si on apprend à ceux qui veulent créer des emplois, comment monter un projet, comment manager un projet, il y a des statistiques sur les réseaux sociaux qui nous indiquent que moins de 7%, c'est-à-dire que quand on prend le pourcentage de ceux qui ont créé des entreprises au Cameroun, moins de 7% ont un diplôme de l'enseignement supérieur. La très large majorité, je crois 37%, ils ont au trop le CPE. Hein? Mais vous vous attendez à quoi au niveau de leur technicité et de leur compétitivité? Mais qu'est-ce qui permet ça? Hein? Mais justement parce que les gens n'ont pas été formés. Mais qui forme? Jusqu'au niveau de l'enseignement supérieur. Qui forme? Pardon? Qui forme? Ah non, je suis désolée. Quand vous demandez qui forme? 70% de taux de sous-emploi, cela signifie qu'il y a trop de personnes formées qui sortent de l'enseignement supérieur et qui ne trouvent pas d'emploi. Non, je ne suis pas en train de parler de sous-emploi, je suis en train de parler de création d'entreprises. Je suis d'accord pour que vous ne parliez pas de ça. Je suis en train de C'est parler, justement ça le problème. L'interrogation porte sur la réalité de ce pays, monsieur. Permettez, ce sont des propositions. Il faut que vous parliez. Non, mais il faut juste... Vous ne voulez pas me laisser parler? Pardon, allez-y. Allez-y, Bernard. Voilà. Je disais que pour susciter de l'emploi, créer des emplois, il faut penser à deux leviers. Il faudrait que chaque enfant qui est formé, que sa formation corresponde à un emploi, à une demande sur le marché du travail. Et il faut également inciter les gens à créer des entreprises en leur apprenant à monter des projets et à manager ces mêmes projets. C'est ce que vous dites au RDPC. Si on y parvient, hein, c'est ce que vous dites au RDPC. Ce n'est pas seulement ce qu'on dit au RDPC, mais c'est ce qu'on dit dans le monde entier. Mais qu'est-ce qui vous empêche donc de mettre ça en œuvre? C'est ce qu'on dit dans le monde entier. Et qu'est-ce qui vous empêche de mettre ça en œuvre? Je suis désolée. C'est le RDPC qui doit mettre ça en œuvre. Oui, c'est votre parti. Vous n'êtes pas au courant, c'est vous qui êtes au pouvoir en ce moment. Qui est en capacité, non? C'est le RDPC qui est au pouvoir. Oui, vous êtes au pouvoir en ce moment. C'est votre bon, politique. Le pouvoir en place. Écoutez donc, le pouvoir en place. Ce que je voudrais dire, non, écoutez. C'est un abus de langage. Soit dit en passant, on est un peu dans mon domaine. Je voudrais pas c'est le président Paul Biya. Je voudrais pas m'atteler dessus. Mais ce que je voudrais dire, n'est-ce pas, c'est que nous avons de la peine à faire comprendre aux Camerounais comment ça marche et comment ça doit marcher. Vous avez parlé tout à l'heure de la difficulté à appliquer le DSE. Hein? Que vous avez conçu. Oui. De la difficulté. Pour lequel vous avez choisi les personnes de la mise en œuvre. Et nous ne sommes pas au Cameroun, n'est-ce pas? Vous savez, on a connu des pays où c'est le secteur privé qui porte toute l'économie. Mais qu'est-ce qui empêche que notre pays le soit? Qu'est-ce qui empêche que notre pays le soit? Mais le secteur privé doit créer des richesses. Et j'ai dit comment. Qui définit le cadre? Alors, vous pensez que le cadre n'est pas défini? Oui, il est défini. Je vais réagir par rapport à ça. Oui, le cadre est défini, mais le cadre est mauvais. C'est ça le problème. Quand on dit 70% de population, et c'est là où nous divergeons par rapport à l'analyse de la question de l'emploi. Nous partons dans la conversation avec des définitions qui nous viennent de certains pays européens et nous disons au Cameroun, c'est comme ça qu'il faut envisager la question de l'emploi. Je suis désolée, nous ne sommes pas d'accord parce que la question de l'emploi ne se pose pas ici comme elle se pose en Europe. Quand le 1er mai est né à Chicago, on n'avait pas un problème de chômage, on n'avait pas un problème de sous-emploi, on avait un problème de conditions. Quand il y avait il y avait du travail, mais les conditions dans lesquelles on faisait travailler les gens n'étaient pas acceptables. Ce n'est pas parce que c'est leur histoire que le jour où nous nous mettons à célébrer la fête du travail, il faut que nous la prenions et que nous considérions que c'est ça notre problème aujourd'hui dans ce pays. Ce n'est pas vrai. Le problème que nous avons dans ce pays, monsieur, c'est que nous savons peut-être former des gens, leur apprendre l'alphabet, les amener jusqu'au bac et les envoyer à l'université, mais on ne sait pas ensuite les employer. Et ils ne savent pas non plus s'employer eux-mêmes. Pas parce qu'ils n'ont pas reçu des cours de management, mais parce que dès le départ, on leur a mis dans la tête des enseignements qui étaient inutiles. C'est inutile d'être docteur en sociologie quand on veut conduire une moto-taxi. D'accord ? Et le problème que nous avons dans ce pays, la question de l'emploi, la question du travail aujourd'hui, elle se pose par rapport à ce problème-là. C'est pour ça
que je parle d'économie quand je parle du problème de l'emploi, parce qu'aujourd'hui, notre problème principal, c'est que nous avons un tissu économique sclérosé, parce que nous n'avons pas un cadre suffisamment incitatif et que si nous ne résolvons pas ce problème-là, nous ne pourrons pas résoudre le problème de l'emploi. On parle aujourd'hui du taux du SMIC à 80 000. Mais aujourd'hui, ce qu'il nous faut, monsieur, vous avez raison, ce sont des investisseurs. Les investisseurs investissent parce que ça leur permet de gagner de l'argent. Dans un pays où le crédit coûte trop cher, où qui donne le crédit? Ce n'est pas l'État, c'est encore le privé. Effectivement, mais si vous regardez la structure d'un prêt, vous verrez que la marge que fait l'entreprise est minime. Tout le reste, ce sont des taxes. Et si vous écoutez les organisations patronales qui savent vous parler des freins à l'investissement, au moins en ce qui concerne la partie interne, l'investissement des Camerounais, vous entendrez ce qu'ils vous disent. Ils vous disent qu'ils ont deux problèmes principaux. La pression fiscale, non. La pression fiscale et un environnement qui n'est pas incitatif. Voilà les problèmes qu'ils vous demandent de régler. Il faut qu'ils aient moins de pression de la part de l'administration fiscale et il faut qu'ils aient un cadre qui leur permette de s'exprimer. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient des infrastructures décentes, qu'ils puissent importer un peu plus tranquillement, qu'ils puissent exporter un peu plus tranquillement, c'est-à-dire que l'État fasse un peu mieux son travail dans la négociation des accords de partenariat économique, pour prendre cet exemple-là. Voilà comment on résout le problème de l'emploi, parce qu'à ce moment-là, on met ceux qui doivent créer de la richesse, et sur ce point-là, je suis complètement d'accord avec vous. Mais ce n'est pas juste un vœu. Il faut bien que la personne y trouve une opportunité de gagner de l'argent. Si elle y trouve que des opportunités d'avoir des soucis, elle ne risque pas d'investir. Donc aujourd'hui, pour résoudre le problème de l'emploi dans ce pays, pour résoudre le problème de vous disputez pas, pour résoudre le problème de l'emploi dans ce pays, il faut déjà résoudre la question de l'environnement incitatif et il faut pour l'État se montrer créatif, inventif, entraîner les Camerounais vers des filières qu'il sait profitables pour relancer la machine de la croissance. Paul Didier. Oui, je suis d'accord avec Madame Doké pour dire que la question du travail ne se pose pas chez nous comme elle se pose dans les pays où l'idée de la célébration du travail est née. Je pense que la question qui nous préoccupe le plus dans nos pays est celle du non-travail même, c'est-à-dire le chômage, le fait qu'il n'y ait pas de travail. Ah, donc le travail d'abord quand même descend. Maintenant, il se pose le problème du chômage. Le problème majeur, c'est celui du non-travail. Okay. Et deuxièmement, celui du travail indécent. Oui. Alors, l'un d'ailleurs entraînant je commence par... Vous faites un travail indécent, je commence par le deuxième, pour finir par le premier. Le travail indécent. Il y en a qui travaillent effectivement. J'entends par là pour le moment ceux qui sont salariés. Et je n'aimerais pas trop insister dessus parce que c'est une minorité de personnes qui sont des salariés au Cameroun. On a parlé de 600 000 personnes, dont 300 000 dans le privé, ce qui est très peu. Contrairement à ce que le docteur disait tout à l'heure, mais non, l'État n'emploie pas trop pour faire du social. Pour devenir émergent, le Cameroun qui a 23 millions d'habitants, le Cameroun doit avoir 1 million de fonctionnaires. C'est-à-dire le standing moyen des pays qui sont moyens. Parce que émergent signifie qu'on est à mi-chemin entre le sous-développement et le développement pleinement établi, quoi. Donc des pays comme la Malaisie ou je ne sais pas moi l'Indonésie, le Brésil, ceux qui sont à mi-chemin, ils ont un ratio d'un fonctionnaire pour 25 habitants, ce qui est une moyenne. Les pays les plus développés, on est autour d'un fonctionnaire pour 12 habitants, c'est-à-dire moitié-moins. La France a 65 millions d'habitants, elle a 5 millions de fonctionnaires sur 30 millions de travailleurs enregistrés comme tels. Ça fait un fonctionnaire pour 6 travailleurs. Ça, c'est le ratio de toutes les économies. Maintenant, combien de fonctionnaires on va recruter? De toutes les économies qui se portent? Non, de toutes les économies d'abord. Maintenant, combien de fonctionnaires, écoutez, combien de fonctionnaires peut-on recruter pour un pays émergent? Le ratio, c'est une affaire de ratio économie, c'est-à-dire capacité à employer. Oui, hein, mais j'y viens, ça ne sert à rien de m'interrompre. J'y viens, je vais tout vous expliquer. Il faut un fonctionnaire pour 25 habitants. Nous sommes 23 millions ou 24 millions. Nous tournons autour d'1 million de fonctionnaires que nous devons recruter. Maintenant, il faut trouver des moyens
de recruter ces fonctionnaires, on ne va pas les recruter sans être capable de les payer. C'est-à-dire qu'on Et revient au socialisme. ceux qui créent ces richesses-là, la France, c'est 5 millions de fonctionnaires, ce n'est pas un pays socialiste. Les États-Unis, c'est 22 millions de fonctionnaires, ce n'est pas un pays socialiste. L'État prend toujours sa part. L'État est le premier employeur en valeur relative dans tous les pays de la Terre et à toutes les époques. Nous n'inventons rien. En valeur relative, aucune entreprise ne vaut un État dans aucun pays de la Terre, ça n'existe pas. Vous avez un smartphone, vous pouvez l'ouvrir tout de suite et vérifier. Même aux États-Unis, le temple de l'ultralibéralisme, l'État est le premier employeur. Il emploie plus que n'importe quelle entreprise, ce qui est tout à fait normal, parce que pour faire fonctionner un pays, on a besoin de fonctionnaires, comme leur nom l'indique. Et on a besoin d'en recruter dans l'éducation, notamment la santé, la sécurité, etc. Donc le Cameroun doit faire pareil. Le problème, c'est qu'il faut s'assurer que l'appareil productif au niveau agricole, au niveau industriel, au niveau des services, produit suffisamment de richesses pour que la quantité de personnes qu'on recrute puisse être payée régulièrement et décemment. Ce qui est tout à fait possible, mais à condition que nous y allions progressivement, là où, dans la situation où nous nous trouvons maintenant. Les deux choses doivent être réalisées simultanément, c'est-à-dire l'emploi privé et l'emploi public. Bien, maintenant, qu'est-ce que l'État doit faire? L'État doit encadrer, encourager et subventionner ceux des créateurs d'emplois qui veulent augmenter la richesse nationale de façon à ce que cette richesse qui est créée par ces producteurs se retrouve dans les caisses de l'État d'une manière directe par la fiscalité ou d'une manière indirecte, toujours même par la fiscalité indirecte, et les recettes recueillies donc par l'État lui permettent de recruter une quantité de personnes suffisante pour pouvoir faire fonctionner son État. Alors vous dites que... C'est ça votre programme. Permettez que je vous dise. Ça veut dire que si nous voulons recruter... sur cette phase. Si nous voulons recruter à terme, au terme de notre émergence, on parle de 2035, mais tel que nous sommes partis, nous ne serons pas en 2035. Le Cameroun, quel que soit celui qui doit le diriger, devra comprendre que pour réaliser l'émergence, il faudra 1 million de fonctionnaires à terme. Voilà. Maintenant, pour avoir 1 million de fonctionnaires, il faudra créer 6 millions d'emplois privés, c'est-à-dire 1 sur 6. Si vous ne pourriez pas 6 millions d'emplois privés, vous ne serez pas autorisé à avoir 1 million de fonctionnaires. Il faut qu'on s'entende très bien. Voilà. Maintenant, pour qu'on crée 6 millions d'emplois privés, là encore, nous ne sommes pas dans la sorcellerie. Nous n'inventons pas la roue. Les secteurs productifs de toute économie, c'est l'agriculture, c'est l'industrie qui génère les services. Je vous prends un exemple de ce que nous proposons. Par exemple, notre politique agricole, elle est fondée sur les complexes agro-industriels, dont nous devons démultiplier le concept dans chacune des communes du Cameroun. La SOSUCAM, je vous en prie. La SOSUCAM emploie 7000 personnes. EVCAM, 6700. La CDC, c'est 14 000 salariés. Ça, c'est seulement pour des entreprises qui sont installées dans des communes particulières. Nous avons 360 communes. Nous pouvons installer des unités de production de la richesse comme cela dans toutes ces communes-là. Pas forcément l'État lui-même, mais l'État appelle des investisseurs. Ils s'associent au Cameroun, les étrangers comme les nationaux. On développe ce potentiel qui existe. On produit suffisamment de richesse de sorte que nous puissions créer de l'emploi dans ces secteurs-là et que nous puissions avoir des revenus pour pouvoir recruter les employeurs du public. Je crois que pour la clarté du débat, il y a quelques précisions qui doivent être faites. Tout à l'heure, j'ai entendu parlant des emprunts, n'est-ce pas, faits à certains salariés, certains entrepreneurs, que les banques ne prêtaient pas suffisamment. J'ai pu constater qu'au Cameroun, le taux d'intérêt appliqué par les banques aux salariés ou pas, aux entrepreneurs potentiels qui faisaient des prêts, des emprunts, pardon, était d'environ 13%. Ce qui est absolument dissuasif. Donc, effectivement, quand on vous dit 13%, ben, écoutez, les consommateurs bancaires, les comptes bancaires que nous sommes, ont plutôt tendance à créer des tontines, en tout cas des banques privées. Ils n'ont plus tellement accès aux banques. Maintenant, il est important de rappeler que le travail décent, permettez-moi d'insister, et la politique salariale, économique en général, c'est deux choses différentes. Le chômage, c'est un programme qui doit être pensé, conçu par chaque parti politique, apporter la solution au chômage. Parce que c'est un sujet suffisamment grave dans tous les pays d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de jeunes chez nous, par exemple au Cameroun, qui sont au chômage. La raison pour laquelle 90% de notre économie est dans l'informel. Alors faut-il formaliser l'informel? C'est une question qui me semble importante, en tout cas elle est récurrente. Par ailleurs, je pense que l'État ne crée pas de la richesse. C'est George Washington qui disait un jour que
le meilleur gouvernement du monde, c'est celui qui gouverne le moins. Il faut que l'État soit là pour effectivement encadrer ceux qui veulent entreprendre. Doivent encourager l'entrepreneuriat. Nous avons des États bananiers, des républiques bananières, qui passent leur temps à recruter dans la fonction publique. Bien sûr, il faut un minimum pour gérer un pays, ça c'est vrai. Mais on ne peut pas créer l'espoir d'un pays émergent, qui a encore un slogan venu du FMI. Émergence, c'est quoi? Le Cameroun n'a aucune industrie. Même le cure-dent est importé au Cameroun. Tout à l'heure, je crois que Michel Ndoki parlait de l'importation du riz, je ne sais pas, l'indépendance alimentaire. Et quand vous ajoutez à cela la signature des APE par le président de la République, mais ça étouffe nos producteurs locaux. Il n'y a pas simplement une question d'accession aux champs, des routes. Il y a une question d'abord que les producteurs locaux ne peuvent plus écouler leurs produits. Parce qu'à travers les APE, vous avez vu une flopée de supermarchés Super U qui viennent maintenant partout un peu, Carrefour, qui viennent inonder nos quartiers. Avec souvent des produits, quand ils ne sont pas étrangers, ils sont camerounais, mais bourrés de pesticides. Nous mangeons n'importe quoi aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la signature des APE fait en sorte que on ne peut plus manger décemment des produits de qualité. Donc, autant produit, non? Autant produit, mais comment va-t-on, à combien achète-t-on nos produits? Quand Carrefour arrive, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il achète les produits camerounais, il s'empare des champs, mettent leurs produits chimiques. Donc la question sur l'offre politique. Pour produire à échelle industrielle. Comment on fait pour inverser? De savoir quelle est votre proposition. Comment on fait pour inverser cette tendance? Je vous écoute, mais vous n'êtes pas modérateur. Olivier. Je suis en train de développer. Je dis qu'on parle ici. Qu'est-ce qu'on fait donc pour que nos produits gagnent des marchés l'État à des prix décents? L'État peut parfaitement, en jouant sur la fiscalité, encourager les agriculteurs camerounais à produire davantage, sans forcément mettre, n'est-ce pas, une flopée de pesticides ou de produits chimiques. L'État peut le faire. Je pense que si l'État insistait sur la défiscalisation, aujourd'hui, quand vous créez une entreprise, on vous donne 6 mois d'exonération fiscale. Ce n'est pas normal. Le jeune entrepreneur qui crée son entreprise, il a besoin de moins de 2 ans pour se construire une clientèle, avant de pouvoir payer normalement ses impôts. Et ça, c'est une volonté politique qui doit être mise sur pied. Mais ce n'est pas fait au Cameroun aujourd'hui. Ça fait 35 ans que ça dure. Vous voyez, on est passé d'un taux de croissance d'environ 13% dans les années 77 à aujourd'hui moins de 5%. Vous croyez que c'est normal? Avec une montée, n'est-ce pas, en flèche du taux de chômage. Donc moi je dis que si on parle d'économie, il faut d'abord insister sur la politique salariale et ensuite sur le traitement du chômage. Quel est le problème important? On ne peut pas émerger si nous signons les accords de partenariat avec la France ou les accords des APE avec l'Union européenne. Ce n'est pas possible. On ne peut rien produire. Nous consommons, on ne produit rien. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, il faut simplement dire que l'État doit encourager le secteur privé à créer davantage d'emplois. On doit jouer pour cela sur la fiscalité et rien d'autre. Donc on ne peut pas se mettre simplement à dire que les fonctionnaires... Vous savez, il y a eu au Cameroun 25 000 emplois, l'histoire des 25 000 emplois. On a recruté 25 000 jeunes, souvent avec Bac plus 4, qui est obligé de passer les concours, des examens avec, au niveau de Bac plus 2. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Sur les 25 000, 11 000 ont été recrutés. Au passage, l'État, à travers les timbres sur les dossiers, s'est tapé quand même 2,5 milliards. Et puis, on proposait 40-50 000 comme salaire à ce jeune-là. Donc, qui ont par la suite tous démissionné. Donc, ce n'est pas la fonction publique qui va créer des emplois. Bernard, il faut jouer sur l'entreprise privée. Je voudrais, tout à l'heure, Madame Doc a dit que l'État tuait les entreprises par la fiscalité. Vous avez entendu parler d'accords de partenariat économique. Vous allez dire que ça ne nous concerne pas. Mais un des problèmes que l'État du Cameroun un des problèmes que l'État du Cameroun a, c'est que les entreprises, justement, ne payent pas leurs redevances du fait, j'avoue, de la corruption. Quand on parle de la corruption dans ce secteur, c'est parce que les préposés de l'État s'arrangent avec les entreprises pour que ce qui devrait être payé à l'État ne soit pas payé. Donc, de ce côté-là, je pense que il n'y a pas, c'est pas par rapport à la fiscalité que les entreprises. On peut parler
peut-être. Ben, si les Actuellement. entreprises payent trop d'impôts, Les entreprises, elles justement, vont ne plus payent pas. créer des emplois. Les À entreprises, cause du justement- système RDPC qui font que ceux qui sont de gros contributeurs du RDPC ne payent pas d'impôts dans ce pays. Non, Faut j'étais bien en le train dire. de dire, Ben oui. pour qui m'arrache, parce que Non, pas allez-y, le temps allez-y, m'arracher allez-y. la parole. J'étais C'est en le train de système dire que vous avez instauré. justement, les entreprises ne payent pas les impôts comme ils devraient payer. Pourquoi? Parce que les préposés de l'État s'arrangent. Allez voir lorsqu'on scelle les entreprises ce qui se passe. Allez voir ce qui se passe. Ils ne viennent pas payer, mais ils viennent s'arranger avec ceux qui ont scellé. On pas déceler, ils continuent. Ce n'est pas le système RDPC. Si. Le RDPC n'a pas de militants qui portent la tenue du RDPC et ça va commencer à être contrôleur des Est-ce qu'ils impôts ont besoin de ou porter la inspecteur tenue des RDPC? impôts. Est-ce qu'ils ont besoin de Vous porter la tenue comprenez? RDPC? Ce sont des préposés de l'État. Et je travaille avec des collègues qui sont du SDF. J'en connais aux impôts qui sont du SDF. Donc ne dites pas cela. Ne dites Je pas dis cela. qu'ils ne Dites que mettent ce pas- sont des préposés de l'État pour que je puisse avancer. Oui, avancez. Oui. Contribuables. Oui. Il y a aussi une politique que nous sommes en train de mettre en place et nous pensons que c'est la pointe de technologie. La pointe de la technologie en matière de gouvernance, c'est la décentralisation. On va dire que ça a été lent, mais on est en train de l'accélérer. N'est-ce pas? Parce que cela va permettre, Ça n'a jamais existé la décentralisation, vous savez. cela On va peut permettre, accélérer que ce qui existe. cela va permettre à toutes les collectivités territoriales de décentraliser, de prendre en charge les problèmes de l'emploi, de créer des emplois. Et l'État central ne va plus comme monsieur le demande de manière démagogique. Il dit que quand ils vont prendre le pouvoir dans un an, ils vont créer 6 millions d'emplois. Le Cameroun en a Ce n'est créé pas ce que nous avons dit, que monsieur. 360 000. Oui. Et je dis que c'est de la démagogie. Il vaut mieux parce que- bien comprendre. Et ne pas Parce que je ne critiquer ce vois qu'on n'a pas, compris. je ne vois pas par quelle alchimie ils vont y parvenir. Mais j'étais en train de dire que l'État central va s'occuper des questions de souveraineté davantage. Dans le prochain mandat. Je dis avec la décentralisation. Donc, qui aura le prochain mandat? La décentralisation, Qui aura dès le prochain que, mandat? tendez Sans l'oreille, électoral, hein. dès que les régionales sont lancées, tout Quand? est mis en C'est place. pour quand? Ça peut être lancé à Dans tout 22 moment. ans. Celui qui lance, non, ça peut être lancé avant même. La présidentielle. Oui. Avant la législative. Oui, celui qui a le calendrier. C'est ce qu'on entre disait les il y a mains, 22 ans aussi. Celui qui a les calendriers. Alors, bon, Je voudrais m'empêche, réagir. il m'empêche de développer. Non, vous terminez. hein. Donc je Terminez. disais, nous avons, Vous terminez. oui, vous savez que nous avons, il m'a beaucoup interrompu. Oui, vous terminez. Nous avons la Quand vous parlez des décentralisation. régionales, je suis désolé. problème. Ça, on Hein? va pas- Et changer. l'État veut davantage. La décentralisation au programme depuis 22 ans. Au niveau central, se Faut arrêter désengager avec ça. pour permettre des initiatives. Et là, Merci, Bernard. ce sera un démembrement de l'État, ce sera un ensemble de démembrements de l'État. On a X communes, on a X régions. On attend donc de voir les Camerounais. Tu fais des Alors- projections sur la comète, mon cher ami. Michel. Il n'y a pas de Je crois que nous avons décentralisation dans tous ce pays. compris Il y en a pas. que On on entre a dans un la problème, on a un problème de gestion de la capacité productive de ce pays. Par rapport à la fiscalité, parce que vous pensez que les gens ne payent pas des impôts, mais bon, nous sommes désolés, hein, les Camerounais sont trop têtus, ils ne comprennent rien, ils sont trop malhonnêtes, ils sont trop difficiles à gouverner. Nous voulons gouverner cela. Mais les gens ne payent pas d'impôts parce que c'est trop souvent, parce que ça ne leur permet pas de... non, C'est la face Vous qu'on avez vous vous des souvenez militants des règles, hein, MRC une qui personne paye les perd, impôts. Non. une personne parle, Parce qu'elle dit les gens- les Nous sommes dans la autres conclusion. suivent. Les gens ne vont pas volontiers payer des impôts parce Y que compris quand le ils MRC. regardent la part qui leur resterait pour nourrir leur famille, payer leur salaire et racheter de la marchandise pour la revendre ou des intrants pour continuer de produire, l'équation ne fonctionne pas. Ensuite, sur l'idée de créer des pôles
de production. J'ai entendu parler de l'exemple de CDC, de Sosucam, c'est très bien. Il faut quand même avoir conscience que si je prends les cas de Sosucam, pour qu'elle puisse être rentable, il a fallu qu'on crée un monopole et qu'on interdise. Et je crois qu'on est en train de revenir dessus. Et je suis sûre qu'on aurait des choses intéressantes à découvrir en termes de rentabilité pour cette entreprise. On a quand même dû créer un monopole et interdire l'importation du sucre. Donc, Sosucam s'est trouvé à la tête d'un patrimoine artificiel parce qu'il n'est pas assis sur une véritable compétitivité. Donc ce type d'initiative ne peut pas être répété à l'envi. On a créé un certain nombre d'entreprises comme ça, souvent avec des capitaux étatiques. Ça ne fonctionne pas parce qu'à la base de la création de richesse, il y a l'ambition, le rêve d'un entrepreneur. C'est comme ça que cela fonctionne un peu partout. Alors comment est-ce que l'on fait pour relancer la croissance ici? D'abord, il faut encourager les investissements, qu'il s'agisse des investissements indirects de l'étranger ou des investissements locaux. Et là, pour nous, il faut faire de l'optimisation fiscale, pas augmenter la pression. Et pour revenir à la question du ratio, aujourd'hui, on est à 1 sur 1. Oui, je termine. On est à 1 sur 1. D'après votre logique, on devrait accélérer la production de richesse, c'est-à-dire créer plus d'emplois dans le privé pour pouvoir revenir au ratio que vous avez suggéré qui est de 1 sur 6. Et cela passe par faire travailler ceux qui sont aujourd'hui des fonctionnaires. Il faudrait définitivement régler la question des fonctionnaires fictifs. Ça devient ridicule de passer, je ne sais plus si ça s'appelle PAGES ou JPEC ou JPES. Ça devient ridicule tous les deux ou 3 ans de venir nous dire qu'il y a des fonctionnaires fictifs dont on essaye de se débarrasser. De toute manière, on ne peut pas résoudre les problèmes auxquels fait face ce pays sans passer par un changement au niveau de l'équipe dirigeante. Je crois que tout le monde est au courant. Oui, Paul Didier. Oui, j'aimerais En dire, guise de conclusion. oui, j'aimerais dire d'entrée du jeu que, encore une fois, nous n'allons pas inventer la roue. De la création des emplois dans tout État procède d'une mise en valeur des terres que l'État possède. L'agriculture crée l'industrie. L'essentiel de l'agriculture est une transformation des produits agricoles. L'essentiel. Aux 2/3, la matière première de l'industrie vient de l'agriculture. L'autre tiers vient du sous-sol. Et l'industrie et l'agriculture génèrent aussi les services divers que vous connaissez. Ça veut dire que la création des emplois, et notamment des emplois décents, viendra de l'agriculture. Un pays comme la France développe une agriculture sur 30 millions d'hectares. 30 millions d'hectares, ça fait 8 régions sur 10 au Cameroun, sur lesquelles la France cultive. Bon, si elle le fait, nous pouvons le faire. La surface agricole du Cameroun, c'est 17 millions d'hectares, c'est-à-dire un peu moins que ce que font les Français, mais c'est quand même considérable. Si vous voulez créer de l'emploi décent, vous êtes obligé de mettre les Camerounais au travail pour qu'ils mettent en valeur ces 17 millions d'hectares, comme les Français le font sur 30 millions, pas 17 millions. Et nous avons les moyens de le faire. Contrairement à ce que Mme Doki affirme, si vous avez des entreprises comme la Sosucam qui ne génèrent pas de bénéfices, c'est pour des raisons managériales. Ça ne veut pas dire que c'est le modèle qui est problématique. Le modèle d'une agriculture moderne, c'est une agriculture de complexe, de fermiers qui travaillent avec des machines. Ce ne sont pas des cultivateurs. Ce sont pas des cultivateurs, même si on peut en avoir. Cultivateurs et agriculteurs, ce n'est pas la même chose. Nous voulons former des agriculteurs, de véritables fermiers, qui sont capables de créer des complexes agro-industriels, petits, moyens ou très grands, qui sont capables de produire pour la demande nationale et pour la demande étrangère. Alors, pour 1 hectare mis en valeur, on crée un emploi direct. On crée un emploi direct et indirect. C'est-à-dire que si vous avez 17 millions d'hectares, vous pouvez savoir combien d'emplois vous pouvez générer à la chaîne. Ce n'est pas seulement à l'agriculture, mais minute, voilà, l'effet bénéfique que cela a sur toute l'économie fait que lorsque vous avez mis 1 hectare en valeur de façon décente, avec le système du complexe agro-industriel et du travail salarié, vous générez à la chaîne un emploi pour 1 hectare. Ça veut dire que si le Cameroun, à terme, met en valeur toutes ces terres, peut-être qu'il n'aura même pas suffisamment de main-d'œuvre pour pouvoir les mettre en valeur ici. Ce n'est pas pour rien que, au moment de mettre les États-Unis en valeur, on est venu chercher des travailleurs ici, qui sont devenus malheureusement des esclaves. Donc, lorsque le docteur veut dire que nous sommes dans la démagogie, pas du tout. Simplement parce que nous fonctionnons dans des paradigmes
dans lesquels ils sont habitués, ils ont l'impression que ce qui est tout à fait naturel ne peut pas l'être. À chacun son La programme. SOSUCAM, je voudrais terminer juste. La SOSUCAM, la SOCAPAM sont des sociétés qui ont été créées il y a 50 ans ou un peu plus dans un contexte extrêmement difficile. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de moyens. J'ai envie de dire 50 fois plus de moyens qu'il y a 50 ans. Donc, nous avons la capacité de le faire. De créer une entreprise qui peut créer 7000 emplois formels. En guise de conclusion. L'État peut agir en amont en favorisant un système du couple école-entreprise, je pense. Pour lutter, me semble-t-il, efficacement contre le chômage, il faut mettre en place, dès la classe seconde, des cycles école-entreprise. En Allemagne, il y a environ 256 lycées et collèges privés qui pratiquent cela. C'est-à-dire qu'à partir de seconde, vous avez 4 heures le matin en cours théorique, magistral, et puis l'après-midi, vous êtes en entreprise. Ce qui fait qu'en classe de terminale ou en classe de première de licence, évidemment, l'enfant a déjà des acquis, des connaissances. Donc on peut lutter efficacement sur le chômage en amont. Donc ça, c'est une politique de l'État. Deuxièmement, il faut beaucoup agir sur la fiscalité. Une entreprise qui est écrasée par les charges fiscales ne peut pas effectivement recruter. C'est connu. Donc les charges patronales doivent être réduites au maximum pour relancer la croissance. Maintenant, je pense également que il faut également comprendre une chose, c'est qu'au Cameroun, on a trop tendance à regarder la fonction publique. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec la fonction publique. Il faut un minimum. Encore que ces fonctionnaires-là ne sont pas régulièrement payés. Je me souviens, il y a quelques mois, il y a des professeurs, des enseignants embastillés parce qu'ils réclamaient, s'il vous plaît, entendez bien, 5 ans d'arriéré de salaire. Les fonctionnaires. Donc, moi, je pense qu'il faut plutôt miser sur la fiscalité des entreprises. Maintenant, je crois aussi que le système CEMA qui a mis en place le LMD, la licence master et doctorat, est un système complètement stupide parce qu'en vérité, on fait croire aux étudiants qu'ils vont aller vers l'apprentissage, la professionnalisation des diplômes, mais en vérité, sur le terrain, ils ne trouvent pas d'emploi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez pas mal, même des besquineurs qui sont barrés de diplômes, mais qui ne peuvent pas effectivement gagner correctement leur vie. Tout ça parce que l'État n'a pas mis les incitations nécessaires en place pour pouvoir effectivement inciter les jeunes à trouver facilement les emplois. Et ça pose un vrai problème. Bernard Bougain, pour terminer. Une dernière chose que je voudrais dire, nous pouvons facilement avoir une balance commerciale excédentaire. Nous sommes capables au Cameroun d'exporter plus que nous n'importons. Il suffit donc de ce qu'on appelle le patriotisme économique, consommer camerounais. Et le tour est joué. Ça, c'est très facile. Et à mon avis, autant les militants du MRC que du SDF, ou des 11 millions, dites à vos militants de consommer camerounais. Et ça nous amène... Avant de consommer, il faut Comme produire. ceux du RDP, Il faut d'abord produire. C'est sa phase conclusion. On produit. Ça, moi, je dirais à tous les nous sommes en téléspectateurs de prendre leur autosuffisance. carte Nous d'électeur. sommes en Je autosuffisance. crois qu'il Et n'y puis a que surtout, comme ça Michel, qu'on va arrêtez de résoudre passer le les problème. vacances en Suisse et dépenser 2 milliards par Merci, semaine. messieurs. Merci, madame. Merci à vous à la maison également. On en était à discuter du travail décent en cette 132e édition de la Journée internationale du travail. Célébration, commémoration, revendication. Je pense que chacun s'est reconnu, peut-être en ces 3 termes-là. Toujours est-il que les travailleurs aujourd'hui ont eu un moment pour essayer de se regarder dans le miroir. L'année prochaine, il y aura une autre fête. Entre aujourd'hui et l'année prochaine, on sera certainement Un autre président, on l'espère. On sera passé par des offres politiques et on verra bien ce que ça donnera. N'oublions pas également, pour le 3 mai, évidemment, la journée mondiale de la liberté de la presse que nous allons célébrer. Évidemment, en pensant peut-être à ceux-là qui, au quotidien, ont du mal à exercer ce noble métier, à servir l'opinion, à donner l'information. Merci. Pour ce soir, jeudi, je serai avec Abel Elimilobé, conseiller municipal à la commune de Douala 5e, en politique. Nous serons dans Entretien avec. Bonsoir et à mardi prochain pour 4 sur table.